Bonjour à tous les sorciers et sorcières qui sont à l'écoute d'un nouvel épisode d'En attendant ma lettre de Poudlard. Aujourd'hui, je suis très excitée parce qu'on va répondre à vos questions, les auditeurs. J'ai demandé il y a quelques semaines sur ma page Instagram Potter Québec, je vous ai demandé en fait, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des choses que vous avez jamais vraiment compris dans Harry Potter? Parce que Dieu sait que c'est une œuvre colossale dans laquelle il y a beaucoup de détails, beaucoup d'informations et il y a des choses parfois qu'on comprend pas. Peut-être même plus pour les gens qui n'ont pas lu les livres, évidemment. Alors aujourd'hui, moi et Félix, mon coloc, Félix est de retour. On va répondre à vos questions. Toutes les questions, oui. On s'est séparé les questions. On va répondre à ça. On a pris la peine vraiment de faire de la bonne recherche. On a les livres avec nous. On a comme mis des petits post-it dans les pages. Puis on va vous lire des extraits pour venir appuyer nos réponses, évidemment. Puis, honnêtement, je suis vraiment excitée de l'épisode. Ça va être super bon. Ouais, ça a été une bonne recherche à faire aussi. J'ai aimé ça, faire la recherche pour répondre aux questions parce que je redécouvrais des affaires en même temps, fait que je trouvais ça cool. Same. Ouais. Comme je faisais ma relecture des livres, là, juste pour, en effet, dans la recherche, puis j'étais comme, je peux pas croire que je me rappelais pas de ça. En fait, je m'excuse, les auditeurs, parce que j'aurais quasiment dû relire tous les livres avant de commencer à faire mon podcast, parce que là, ça me faisait penser à des questionnements qu'on a eus dans les épisodes précédents. Puis, c'est ça, je me sentais mal de ne pas avoir su automatiquement la réponse. Bref, ça va être un bon épisode pour ça. Comme à mon habitude, j'ai des remerciements et une compagnie québécoise à présenter, remercier. En fait, j'en ai déjà parlé dans un dernier épisode, la boutique Pop en Folie, chez Pop en Folie, une boutique en fait qui est à Rosemère, à Terrebonne et bientôt à Laval, le 25 février à Laval. Puis boutique en ligne également. Donc, le lien vers la boutique dans le descriptif de l'épisode. Et j'ai, dans le fond, un nouveau pop. Donc, pour ceux qui regardent vidéo, c'est un nouveau pop. Et pour ceux qui écoutent audio, je vais le décrire. C'est Ron dans la voiture volante. Wow. Puis, c'est un nouveau pop qui est sorti il y a vraiment pas longtemps pour le 20e anniversaire du film Harry Potter et la Chambre des Secrets. Fait que là, je vois ça en ligne, OK? Comme pas sur le site de Pop en Folie. Là. Je vois juste, comme mettons sur Amazon, que c'est bientôt, ça va bientôt sortir. Blablabla. Que le pop va sortir, puis je suis comme, je veux absolument ce pop-là. Dans ma petite collection de pop, là, je suis pas une grande collectionneuse, puis en plus, les vrais collectionneurs de pop les laissent dans les boîtes, là, moi, comme... On les ouvre, on les met sur on les ouvre, puis on les met, là, comme on peut voir derrière toi, là, genre, sont là, puis chill. Fait que bref, j'écris à Andréane de chez Pop en Folie, puis je suis comme, est-ce que vous allez l'avoir, tu sais, parce que j'aimerais ça l'ajouter à ma collection, puis elle me dit oui, il est déjà en stock, comme on le met sur les tablettes bientôt, puis j'en revenais pas à quel point il était rapide de l'avoir déjà dans leur inventaire collection. Bref, c'est l'endroit, ceci dit par excellence, je dirais, dans la région de Montréal pour avoir tes pop d'Harry Potter et autres, évidemment, univers et tout ça. Donc, on va ouvrir la boîte, puis on va tout de suite l'ajouter sur la petite table derrière toi, Félix. Je suis vraiment trop excitée. Il est trop cute! Le monde, encore une fois, le monde qui sort jamais des boîtes, genre, qu'est-ce qu'elle vient de faire? Ah ouais, c'est genre sacrilège. Ça a tout perdu sa valeur. Ouais. Mais je sais pas, c'est plus le fun quand t'es pognes, je sais pas. Ben, tu sais, ça, c'est un pop de luxe, là, vu qu'il y a comme un accessoire avec Ron pis tout, là. Fait qu'en tout cas, c'est trop beau. Je suis trop contente. Vraiment Ben, cute. merci à la boutique Pop en Folie pour ça. On va y aller chacun notre tour avec les questions qu'on a décrites. Je voulais faire un petit disclaimer au début là, par rapport à l'information qu'on dit. Là. Tantôt, je l'ai dit, on a fait de la recherche approfondie. La plupart des réponses viennent des livres. Il y a des réponses qui viennent d'informations additionnelles qui ont été données par l'auteur sur Pottermore. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Pottermore, c'est comme un site qui a été fait vers 2009-2010 où l'auteur allait donner de l'information additionnelle sur les personnages. Donc, c'est vraiment considéré comme de l'information, une source officielle, une source vérifiable, fiable, disons, une source fiable, exact. On prend aussi beaucoup d'informations sur, je l'avais déjà mentionné, le Wiki Fandom Harry Potter, qui est comme un gros Wikipédia d'Harry Potter. Wizarding World. Exactement. Donc, nos sources sont fiables, ceci dit, puis quand on touche plus à la théorie dans les réponses, ben là, on sait... Ouais. Quand je spécule, moi, je le mentionnais que c'est de la spéculation. Okay. Que c'est ton opinion à toi. Que c'est mon opinion à moi, que c'est ce que j'ai lu, mais que c'est pas basé sur, mettons, des facts qui sont vérifiables, tu sais, fait que... Parce qu'il y avait des affaires, je trouvais que c'était intéressant de mentionner, mais que c'était pas backé. Fait que, c'est juste, mettons, des fan theories que je trouvais intéressantes à partager.
Moi aussi, j'en ai une petite théorie. Là. Je fais qu'est-ce que c'est ça? J'ai juste fait copier-coller. En tout cas, ça va être dans l'après-show, par contre. Fait que stay tuned pour l'après-show pour cette méga théorie de comment les sorciers accèdent à leur bouffe. Je fais juste dire. Wow. OK. Fait qu'on commence ça? On commence. OK, ben je vais partir. Vas-y, je vais commencer. Je te laisse ouvrir la danse. La première question, Maxime Boutet demande « Les parents des sorciers nés moldus, comme Hermione, sont-ils au courant du monde des sorciers? Comment faire dans ces cas pour être sûr de protéger le Statute of Secrecy? » Le Statute of Secrecy, on se rappelle, c'est comme la loi la plus importante dans le monde des sorciers de juste comme... Quand tu es au courant du monde des sorciers, si tu es un moldu, même un sorcier, tu peux pas comme... Les moldus, dans le fond, peuvent pas être au courant du monde des sorciers, mais la réponse, c'est que oui, évidemment, les parents de nés moldus sont au courant de l'existence du monde des sorciers. On peut notamment se rappeler de la présence des parents d'Hermione sur le chemin de traverse au début de la Chambre des secrets. Mais non seulement ça, les nés moldus, puis là, je repense à May dans notre épisode sur les différences entre le tome 1, film et livre, là, May qui était comme, comment ils reçoivent-ils un PDF d'explication? Comment les parents d'Hermione y ont compris? Fait que dans le fond, ce qui se passe, c'est que au lieu de recevoir leur lettre avec un hibou, les nés moldus reçoivent la visite d'un employé de Poudlard qui vient porter la lettre, un peu comme Hagrid a fait avec Harry et comme Dumbledore a fait avec Voldemort à l'orphelinat. Donc, c'est vraiment ce principe-là. Tu vas rendre visite à l'enfant né moldu, à sa famille, puis t'expliques, tu révèles l'existence du monde des sorciers, l'importance de respecter le secret. Puis, tu sais, là, les gens pourraient dire, pourquoi là, les parents vont absolument respecter? Mais tu sais, comme il faut que tu comprennes, tu fais pour ton enfant. Dans le fond, ton enfant, il a des pouvoirs magiques, il a besoin d'aller à cette école-là pour apprendre à les contrôler, sinon ça pourrait déraper solide. Puis, tu sais, qui va te croire si tu vas dire à ton voisin, ma fille est sorcière. Elle est partie à une école de sorcellerie toute l'année, ils vont être genre... Elle passe en 2 murs pour aller à la station de train, genre non. C'est clair. Exact. Puis j'ai d'ailleurs un extrait de livre parce que dans les souvenirs de Severus Rogue, à la fin de Les Reliques de la Mort, donc c'est des souvenirs de Rogue que Harry visite. Rogue, comme on le sait, c'est lui qui a appris à Lily qu'elle était une sorcière. Fait que dans les souvenirs, il y a des petits moments, des petites conversations entre les deux où Lily, elle pose des questions à Rogue, là, avant qu'il rentre à Poudlard, Avant qu'il rentre à Poudlard, elle pose des questions, ils chillent ensemble l'été, là, puis elle est genre, ça ressemble à quoi Poudlard, puis tout, puis Rogue, il répond à toutes ces questions, donc c'est encore une fois dans le livre, on a plus de détails. Puis là, elle lui demande, est-ce que c'est vraiment un hibou qui apportera ma lettre? Chuchote-t-elle. Et Rogue dit « Normalement, oui, mais tu es né moldu. Il y aura donc quelqu'un de l'école qui viendra expliquer tout ça à tes parents. » Donc, c'est officiellement la vraie réponse. Qui arrive, puis... Puis là, je veux juste dire que Lily a dit après « Est-ce que ça fait vraiment une différence d'être né moldu? » Puis Rogue, il dit « Non. » Puis je vais juste fermer le livre et on peut passer à la prochaine question. Parce que je vais brailler sinon. Mais c'est vraiment intéressant, Megan. Ouais. Vraiment cool à... J'avais l'impression que je le savais, mais que je m'en rappelais plus. Ouais, moi aussi, comme je l'avais déjà su. Tu redécouvres des informations, je trouve que c'est le fun. Ouais. Donc moi, j'ai Marie-Pierre Laflamme qui me demande « Où est le reste de la famille d'Harry? Ses grands-parents, par exemple. Je peux pas croire que Voldemort les a tous Avada Kedavra. Et pourquoi Sirius n'a pas eu sa garde puisqu'il était son parrain? » Ça, c'est comme 2 questions en une. Donc, je vais répondre aux 2 séparément. Écoute, en faisant la recherche sur la famille Potter, là, j'ai tellement eu d'informations là, qui remontent là, vraiment jusqu'au patriarche là, de la famille Potter, le premier Potter qui a été enregistré, mettons, depuis le début du monde des sorciers, pardon. Donc, le premier membre de la famille Potter s'appellerait, dans le fond, Linfred de Stinchcombe. Linfred de Stinchcombe. Je massacre probablement Stinchcombe. 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 Ça ressemble à ça, Donc, Linfred, on va juste l'appeler Linfred. C'est un sorcier du 12e siècle qui était caractérisé comme étant un peu loufoque, excentrique, vraiment absent, mais de très bonne nature. Donc, lui vivait parmi des moldus dans le petit village de Stinchcombe. Puis, ces moldus-là, dans le fond, venaient souvent le voir pour des remèdes, genre? Des remèdes, exactement. C'est un spécialiste des plantes, un spécialiste de guérison. Puis, pour cacher un peu son statut de sorcier, il était potier. Donc, on l'appelait le potier, the potterer en anglais. Donc, avec le temps, ce nom-là a été corrompu en
Potter. Donc, on a ici Linfred Potter, qui était Potier, le premier Potter qui a été enregistré dans le monde des sorciers. Fait que je trouvais ça super intéressant. Wow! C'est un pionnier des potions, justement, c'est ça. Il a inventé plusieurs médicaments contre les maladies magiques de l'époque, donc le Skellegro. Pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est quoi le Skellegro? C'est ce que Harry boit en 2e année pour faire repousser l'os dans son bras. Le pouce-os. C'est le même qu'on l'appelle, je pense, dans le livre. Dans le livre pouce-os. Parce que dans le film, mettons, sur la bouteille, c'est marqué Skellegro, donc S-K-E-L-E, trédignon G-R-O. Donc, pauvre petit, il buvait ça, il ne savait même pas que c'était son ancêtre qui l'avait inventé. Wow. Puis, il a également aussi inventé une potion qui s'appelle le Pepper Up. Donc, c'est comme le Advil du monde sorcier. Ça guérit contre les rhumes puis contre la grippe. Puis, c'est ce qui a commencé à la grande fortune des Potter. Hein? Quand Harry ouvre son coffre à Gringotts, dans le premier tome, il y a une montagne d'argent. Où est-ce qu'elle vient, cette montagne d'argent-là? On le sait pas. C'est ça, c'est la richesse familiale, mais pourquoi ils sont riches? Cette richesse-là a été amassée depuis le 12e siècle, dans le fond, depuis que Linfred a inventé des médicaments qui existent encore aujourd'hui, qui est encore utilisé dans le monde des sorciers aujourd'hui. Ce monsieur-là, il a eu 7 enfants. Le fils aîné de Linfred, Arduin Potter, marie une sorcière au nom de, roulement de tambour, Yolande Pévrel. Yolande Pévrel, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, les Pévrel, c'est la famille originaire du conte des reliques de la mort, les 3 frères Pévrel, Ignoctus et Ignomius, ils ont tous des noms en us, mais c'est la famille originelle des reliques de la mort. Donc, Arduin Potter, fils de Linfred Potter, marie Yolande Pévrel, qui était originaire de Godric Solo, petite fille de Ignotus Pévrel. Donc, le premier détenteur de la cape d'invisibilité, c'était sa petite fille. Dans le fond. Wow. Le fils d'Arduin Potter a marié cette fille-là. Dans l'absence d'héritier mâle, c'est elle qui a hérité de la cape d'invisibilité de son grand-père. Et c'était une tradition secrète de la donner de père en fils. Donc, vu qu'elle n'avait pas de frère, c'est elle qui en a hérité. Et elle fait part à son mari, dans le fond, que c'est une tradition familiale et que ça va être transmis à leurs enfants. De père en enfant. De père à enfant, exactement. Fait que j'ai trouvé ça, j'étais comme, my God, c'est tellement le fun. On voit vraiment le début de la famille Potter, les Pévrel, puis tout. Fait que les Potter, eux, continuent à se marier avec leurs voisins sorciers, occasionnellement avec des moldus. Pendant plusieurs générations, ils restent dans l'ouest de l'Angleterre. Ils restent vraiment dans leur petit comté là, de Stinchcombe. Puis, une fois de temps en temps, un Potter se ramassait à Londres. Donc, il y a 2 Potter qui ont été membres du Major Magot. Oui. Ministre de la magie. On a Ralston Potter qui devient membre du Major Magot de 1112 à 1152. Donc, toujours été fervent défendeur des moldus, nos Potter. Il était grand supporter du Statute of Secrecy, puis qui, à l'époque, c'était à l'opposé de faire la guerre aux moldus. Donc, on avait 2 options. Soit qu'on mettait en place le Statute of Secrecy ou on faisait la guerre aux moldus. Fait qu'on avait Ralston Potter qui, lui, était un grand supporter du Statute of Secrecy. Et Henry Potter, pas Harry Potter, mais Henry Potter, de 1913 à 1921, descendant direct de Yolande Pévrel et Arden Potter, qui était réputé pour avoir causé des problèmes au ministère de la Magie à l'époque parce que le ministre de la Magie, Arthur Evermond, qui avait interdit à la communauté magique d'interférer pendant la Première Guerre mondiale. Donc, on avait M. Henry Potter qui était pour, dans le fond, aider les Moldus à se défendre à la guerre. OK? On pense que son enthousiasme face à la défense des Moldus est en lien avec l'exclusion des Potter aux 28 sacrés. Donc, je ne sais pas si les auditeurs sont au courant de ce que c'est les 28 sacrés. Dans le fond, on parle des 28 familles de sang pur. Le registre, dans le fond, de familles de sang pur, les Potter n'en font pas partie, de par le fait que leur nom soit extrêmement commun chez le monde des Moldus. Donc, il y a beaucoup de Potter chez les Moldus. Donc, par association, on leur disait que leur sang était impur, qu'il avait été teinté par les Moldus. Et pour cette raison-là, dans le fond, ils n'ont pas fait partie des 28 sacrés. Là, je retourne. Le fils d'Henry Potter, Fleamont. Veux-tu que je parle des 28 sacrés? Que je les énumère? Peut-être pas énumérer les 28, mais les familles qu'on connaît dans les 28 sacrés. On a les Abbott. Oui, Anna Abbott. Les Bulstrode. Millicent Bulstrode, Burke, Barjo et Burke, les Croupton, les Carrow,
On a les Flint, Marcus Flint qui est capitaine de Serpentard, Gaunt, la famille de Voldemort, les Greengrass, donc Draco Malfoy à la fin va marier Greengrass, les Lestrange, bien évidemment, les Londubat, les Malfoy, les Ollivander, Parkinson, les Préouet, ça c'est la famille de Molly, donc Molly est née Préouet. Oui, c'est vrai. Les Rosiers, les Rowley. Il y a beaucoup de familles de mange-morts. Les Notes, c'est beaucoup, beaucoup de familles qui se sont associées avec le temps à Voldemort, clairement. Les Selwyn, on n'a aucun descendant de Selwyn, mais cependant, Ombrage se prétend en être une descendante. Okay. Donc, elle a dit qu'elle est sans peur, elle a dit qu'elle... Ouais, c'est ça. Les Weasley, les Slughorn, notre cher Horace, les Shacklebolt. Zabini? Blaise? Non, Zabini? Les Yaxley. Non. Yaxley et les Weasley. Fait que bref, pour en revenir dans le fond à notre fameuse famille Potter, le fils d'Henry Potter, Fleamont Potter, qui était le grand-père d'Harry, qui quadruple apparemment la fortune des Potter en inventant une potion pour les cheveux, dans le fond, qui rendait tes cheveux de la manière que tu voulais les coiffer. Puis il vend sa compagnie après avoir appris que sa femme Euphemia était enceinte de James. Donc, apparemment, Euphemia, elle avait abandonné l'espoir d'avoir un enfant parce qu'elle avait beaucoup de problèmes de fertilité. Puis, elle est tombée enceinte de James. James d'un peu de frère et sœur. C'est un enfant unique. Et ils ont vécu apparemment assez longtemps pour voir James et Lily se marier, mais ils sont morts de la varicelle du dragon à quelques jours d'intervalle avant d'avoir pu rencontrer notre petit bébé Harry. Donc, pour en revenir à ta question... c'est comme complet en crise comme réponse. Ben, écoute, je pouvais pas ne pas en parler parce que c'était tellement détaillé, puis il y avait tellement, comme l'arbre généalogique des Potter, comme était toute là. Ben, toute l'explication est là dans ce que tu viens de dire. Hein. Donc, ma théorie à moi, personnellement, Harry a probablement plusieurs cousins éloignés. On n'oublie pas que Linfred avait eu 7 enfants. Mm-hmm. Donc, Harry en est descendant de 1. Mais ces 6-là, on n'en parle pas, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont. Ouais. Ils pourraient probablement jamais le savoir ou les reconnaître en marchant à côté dans la rue, mais ma théorie, c'est que oui, probablement, Harry, il y a encore de la famille qui existe quelque part dans le monde des sorciers, mais il y a plus de grands-parents. Même la famille de Lily, dans le fond, Pétunia, dans le fond, qui est la sœur de Lily, les grands-parents maternels sont à peine mentionnés, on ne connaît même pas leur prénom, c'est Monsieur et Madame Evans. Okay. Ils sont plus là non plus. Donc, ça, c'est pour la famille d'Harry. Donc, non, Voldemort ne les a pas tous tués. Ils sont morts tout seuls. Puis, pour ta deuxième question... Pourquoi Sirius Pourquoi pas Sirius? Là, écoute, je vais lire un extrait du 5e livre, puis ça va vraiment, je pense, répondre à la question, parce que c'est... Après, on en discutera. Fait que pourquoi Harry n'a pas été habité au QG? Ouais, dans le fond, Dumbledore, lui, l'a envoyé chez les Dursley. Pourquoi? Pourquoi notre fameux Dumbledore, en sachant que Sirius est le seul membre de la famille, dans le fond, pas direct, mais... Puis que Harry serait mieux habité magique, avec Sirius. Exactement. Pourquoi? C'est pas ça qui se passe. Faut que je trouve ma page. Je t'avais dit de noter le numéro de page. La raison est très claire, puis honnêtement, moi, je m'en rappelais plus du tout. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant de comme... me le rappeler. Mais ce que je savais... Donc, je commence à lire l'extrait. Pour ceux qui écoutent c'est Dumbledore qui parle? Exactement. Dumbledore parle à Harry. À la fin de l'Ordre du Phénix. Ouais. Mais ce que je savais aussi, c'était que Voldemort avait une faiblesse. J'ai donc pris ma décision. Tu serais protégé par une ancienne magie qu'il connaît, mais qu'il méprise, une magie qu'il a toujours sous-estimée, à ses dépens. Je parle bien sûr du fait que ta mère est morte pour te sauver la vie. Elle t'a ainsi doté d'une protection durable qu'il n'avait pas prévue et qui aujourd'hui encore coule dans tes veines. J'ai donc placé ma confiance dans le sang de ta mère. Je t'ai amené à ta sœur, sa seule parente encore vivante. Elle ne m'aime pas, dit aussitôt Harry. Elle s'en fiche complètement d'eux, mais elle t'a quand même recueilli, interrompit Dumbledore. À contre-cœur peut-être, contre sa volonté, avec fureur, amertume, il n'en reste pas moins qu'elle t'a accepté, et en agissant ainsi, elle a scellé le sort par lequel je te protégeais. Le sacrifice de ta mère avait fait de ce lien du sang le plus puissant bouclier que je pouvais t'offrir. Je ne vois toujours pas. Tant que tu pourras considérer comme ta maison le lieu où réside le sang de ta mère, il sera impossible à Voldemort de t'atteindre ou de te faire du mal en cet endroit-là.
Il a versé le sang de ta mère, mais ce sang vit en toi et en sa sœur. Il est devenu ton refuge. Tu n'as besoin que de retourner là-bas qu'une fois par an, mais aussi longtemps que cette maison reste la tienne, Voldemort ne peut rien contre toi lorsque tu t'y trouves. Ta tante le sait. Je lui ai expliqué ce que j'avais fait dans la lettre et je lui ai laissé devant sa porte quand je t'ai déposé chez elle. Elle sait qu'en t'accueillant sous son toit, elle t'a gardé en vie pendant 15 ans. Mind blown! Mais vraiment, mind blown, tu sais. Fait que là, beaucoup de gens disaient, oui, Sirius est en cavale, tu sais, on pense que c'est lui qui a tué les Potter, Dumbledore doit le savoir, non. Genre, non, Dumbledore avait tout un plan complètement différent de ce qu'on pensait, puis j'avais complètement oublié ça, à 100%. Fait que voilà. Cependant, dans le premier tome, Hagrid mentionne que c'est Sirius qui a prêté sa moto volante. Fait que moi, j'imagine un Sirius qui est sur les lieux du crime, là, qui vient de se passer là, dépourvu. Là, son meilleur ami vient de mourir, puis qui dit à Hagrid, prends ma moto, c'est bon, puis lui s'en va chercher Peter. Là, il veut se venger. Ouais. Fait que moi, j'ai cette image-là vraiment de Sirius là, qui laisse sa moto, qui veut même pas qu'il veut rien avoir à faire avec Harry, mais que là, dans son épisode de vengeance puis de tristesse, là, il fait juste vraiment partir à la recherche de Peter. Mais voilà pourquoi c'est pas Sirius qui a pas eu la garde à ça fait full de sens. C'est dommage que ce soit ainsi, mais il faut bien le protéger, le petit Harry. Oui. Parce que sinon, Voldemort va le tuer. En tout cas, on l'aime, Pétunia. Le QG, il faut le protéger aussi, là, mais bon, on va pas se lancer là-dedans. Oui, fait que c'est un peu long, je suis désolé, auditeur, mais c'était c'est correct. C'était un bon 10 minutes de beau contenu. Merci, parfait. Félix. Bonne recherche. Merci. Ma prochaine question. Sandrine Charon demande. Peut-être nouille comme question, mais pourquoi qu'apparemment Neville devait être à la place de Harry dans la prophétie et d'où vient cette prophétie? Merci! Bien, Sandrine, c'est une bonne question. C'est pas très clarifié dans les films. Je sais pas si tu as lu les livres. Peut-être que ça fait longtemps puis que c'est plus très clair. Donc, je vais rafraîchir la mémoire de tout le monde. J'en avais parlé dans mon premier épisode, mais dans le fond, la prophétie, c'est Sybil Trelawney qui l'a fait en entrevue pour le poste de professeur de divination à Dumbledore. Fait que la prophétie a été faite à Dumbledore, à la tête de sanglier à Priolor, dans le début des... Non, en quelle année? Juin 80. 1980, oui, c'est un ça. mois dans le fond avant la naissance d'Harry. C'est ça. Donc, la prophétie va comme suit, je vais vous la lire. « Celui qui a le pouvoir de vaincre le Seigneur des Ténèbres approche. Il naîtra de ceux qui l'ont par 3 fois défié. Il sera né lorsque mourra le 7e mois. Et le Seigneur des Ténèbres le marquera comme son égal, mais il aura un pouvoir que le Seigneur des Ténèbres ignore. Et l'un devra mourir de la main de l'autre, car aucun d'eux ne peut vivre tant que l'autre survit. » Fait que là, ce qui se passe, c'est que Severus Rogue est présent à la tête de sanglier. Il espionne l'entretien qui se passe dans une petite pièce privée, mais lui, il espionne. Il est comme l'autre bord de la porte, puis il entend le début seulement de la prophétie. Il entend celui qui a le pouvoir, nanana, va être né lorsque va mourir le 7e mois. Donc, dans le fond, va naître à la fin du mois de juillet. Et là, Rogue catch tout de suite que c'est probablement Harry, parce qu'à ce moment-là, Lily est enceinte, puis elle est sûrement due pour la fin juillet. Ouais. Puis je veux dire, la prophétie dit que l'enfant va naître de parents qui ont défié déjà Voldemort 3 fois. Fait que ça aurait pu être aussi, dans le fond, Neville, parce que les parents de Neville... sa mère était enceinte au même moment. Neville est né le 30 juillet, Harry le 31 juillet. Puis les parents de Neville faisaient partie de l'Ordre du Phénix, ont également défié Voldemort au même, le même nombre de fois. Fait que c'est pour ça que ça aurait pu être Neville. Puis dans le fond, Rogue, lui, quand il a été raconté le début de la prophétie, l'existence de la prophétie à Voldemort, il a dit... ça doit être lui. Fait que Voldemort, il a comme fait, ouais, ça doit être lui. Il savait qu'il y avait aussi Neville, mais comme Dumbledore le dit, à la page 1000 de l'Ordre du Phénix, là, je ne sais pas, est-ce que je prends la peine de lire l'extrait, mais oui, il explique en fait que pourquoi Voldemort, dans le fond, a décidé que c'était Harry et non Neville. Parce que c'est ça, c'est Voldemort, il a fait un choix, veut pas, entre Harry et Neville. Puis c'est lui qui a choisi, dans le fond, que c'était les Potter qui allaient mourir, puis ça allait être Harry l'élu. Ça allait être Harry. Il n'a pas choisi. Lui, dans le fond, il était juste au courant... Il savait même pas la partie de la prophétie comme que l'un de deux doit mourir, non, okay. Mais mettons, s'il avait été chez les Londubat, au lieu d'aller chez les Potter, comme... S'il avait, mettons, choisi les Londubat, puis qu'il avait tué les Londubat... Mais dans le fond... Attends, là, je vais te laisser là ton extrait.
Parce que c'est ça, tu sais, à ce moment-là, dans le livre qui est complètement différent du film, dans le fond, parce que dans le film, Harry entend la prophétie au département du mystère. Quand il prend la prophétie dans ses mains, on l'entend, là. Mais c'est pas de même dans le livre, parce que dans le livre, oui, il la prend dans ses mains, mais il l'entend pas. Puis il casse, comme dans le livre, là, comme dans le film. Puis dans le livre, c'est vraiment à la fin, dans le bureau de Dumbledore. Dumbledore, il fait ressortir le souvenir de quand il y a eu cet entretien-là avec Trelawney. Puis là, Harry l'entend officiellement, la prophétie, à ce moment-là. Puis là, c'est là, il est comme à Dumbledore, il dit « Je comprends pas », tu sais. Fait que là... Harry dit « Peut-être qu'il s'est trompé, peut-être n'a-t-il pas marqué la bonne personne. » Harry est comme « C'est peut-être Neville. » Il est comme « C'est peut-être pas moi. » Fait que là, Dumbledore dit « Il a choisi celui dont il pensait qu'il représenterait pour lui le plus grand danger. Et remarque bien ceci, Harry, son choix ne s'est pas porté sur celui qui avait le sang pur. » Neville, l'on dit pas, là, 28 sacré. Là, c'est sang pur, sang pur. Mais sur le sang mêlé comme lui, parce qu'Harry est sang mêlé. Il s'est vu en toi avant même de te connaître et, en te marquant de cette cicatrice, il ne t'a pas tué comme il en avait l'intention, mais t'a donné un avenir et des pouvoirs qui t'ont permis jusqu'à présent de lui échapper, non pas une fois, mais 4. Un exploit que ni tes parents ni ceux de Neville n'ont jamais pu réaliser. Fait que dans le fond, c'est comme l'explication pourquoi le choix a été Harry et non Neville. C'est sûr, c'est la théorie de Dumbledore, mais ça fait du sens. Ouais, donc ça, c'est pour répondre à la question de Sandrine. Mais j'ai une autre question tout de suite qui vient un peu compléter aussi ça. Ouais. Delphine Tivierge qui demande pourquoi Voldemort voulait la prophétie dans l'Ordre du Phénix. Ça fait longtemps que j'ai pas lu les livres et c'est pas vraiment expliqué dans le film. Donc c'est ça qui se passe dans le 5, puis c'est vraiment pas clair, en effet, dans le film. Puis ça me gosse que ce soit pas clair comme ça. Tu sais, c'est tout là... La fausse vision de Sirius au département du mystère, c'est pour amener Harry au département du mystère pour que lui puisse prendre la prophécie parce que c'est ça juste ça la concerne. C'est ça, c'est Voldemort ou lui qui peut vraiment la sortir. Puis après, tu peux voir c'est quoi la prophétie. Fait que, puis Voldemort voulait pas clairement être en personne au département des mystères. Fait que tout ça, c'était dans le but de... Encore, je vais lire un autre extrait. Dans le fond, très important de répéter que Voldemort avait seulement entendu la première partie de la prophétie. Ouais. Voldemort a essayé... encore Dumbledore qui parle. Voldemort a essayé de te tuer quand tu étais bébé à cause d'une prophétie faite peu avant ta naissance. Il savait que cette prophétie existait, mais il n'en connaissait pas tous les détails. En voulant te tuer, il croyait accomplir ce qu'elle annonçait. Mais il a appris à ses dépens qu'il s'était trompé lorsque le sort qu'il a jeté sur toi s'est retourné contre lui. Depuis qu'il a retrouvé son corps et surtout depuis que tu as réussi l'exploit extraordinaire de lui échapper l'année dernière, il a résolu d'entendre cette prophétie dans son intégralité. L'arme qu'il cherchait avec tant de constance, c'était celle-là, connaître le moyen de te détruire. Wow. Parce que c'est ça que ça donne, la fin de la prophétie. Ça dit, en gros, ça dit la prophétie, t'as pas le choix de le tuer si toi tu veux devenir, ne peut pas continuer. Tant que l'autre survit. Puis là, je me rappelle plus trop parce que Voldemort, il va pas l'entendre, la prophétie au complet. Non. Fait qu'il va tuer, en tout cas. Alors voilà pour la prophétie. Très intéressant. Mais c'est un gros morceau de l'histoire qui est vraiment pas clair dans les films. Mais comme super tout expliqué dans les livres. Parce que même dans les films, au début, là, quand Harry est dans Squirglemold, puis comme toutes les aurores se parlent entre eux, puis Voldemort voulait une arme qu'il n'avait pas la dernière fois. Puis là, comme c'est tellement pas clair. Tu sais même pas c'est quoi cette arme-là à la fin du film. Tu catches pas que c'est la prophétie, l'arme. Exact. La prophétie, elle pète. Fait que tu dis, OK, il a pas eu son arme, mais comme c'était pas ça. L'arme, c'est comment détruire Harry. La connaissance de comment. Mais là, je reviens à ma question. Mais il l'a même pas entendu, finalement, le reste de la prophétie. J'imagine qu'il a fait, on va go with the flow. Hein, j'aurais dû checker ça dans mes recherches aussi. Donc moi, j'ai Audrey Gasse-Lapierre qui me demande « Je ne comprends pas comment Harry survit dans le dernier film s'il laisse tomber la pierre de résurrection avant d'entrer dans le bois pour rejoindre Voldemort. » La fameuse question. Que cette question-là soit posée parce qu'il y a beaucoup de spéculations par rapport à cette question-là. Ce n'est pas à cause de l'Horcrux dans Harry. Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est parce que Voldemort a tué seulement la partie d'Horcrux dans Harry. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, le concept d'Horcrux. Si c'est ça c'est de mal comprendre le concept d'un Horcrux de penser que tu peux juste tuer une partie de l'âme de quelqu'un sans tuer son récipient. Quand on pense à toutes les Horcrux de la saga, on détruit l'Horcrux.
on détruit complètement le récipient, le journal, la bague, le gobelet, le diadème. Ils ne sont plus de ce monde. Ils ont été complètement détruits. Fait que tu pourrais pas juste tuer le coin gauche en bas à droite de Harry puis dire c'est ça. Ou détruire la moitié du diadème. Exactement. Puis dire l'âme de Voldemort j'imagine qu'elle est morte là. Non, faut vraiment Harry est mort dans cette scène là comme Voldemort. Fais le lien donc avec la pierre de résurrection, parce que là, la fille qui demande la question, elle pense que dans le fond... Excuse-moi, Elle pense que la pierre de résurrection, c'est ça qui l'a fait survivre. Non plus. Donc, c'est pas aussi à cause de la pierre de résurrection ou encore le fait qu'il soit propriétaire des 3 reliques de la mort à ce moment-là ça part dans la forêt interdite. La pierre de résurrection, ça ramène les morts sous forme de fantômes. Ça te fait pas survivre à la mort. Exactement. Puis quand on y pense, il y a 2 reliques sur 3 qui ont causé la mort de leur premier propriétaire. Donc, de penser que c'est à cause de ça qu'Harry survit, c'est pas vrai. Ça pourrait être plausible, tu sais, qu'il soit maître de la mort, mais comme Dumbledore l'a même mentionné, le vrai maître de la mort est celui qui a accepté sa propre mortalité. Donc, c'est pas du tout à cause de ça. Harry accepte sa mortalité à ce moment-là, évidemment. Exactement. Il laisse tomber, il dit « je suis prêt à mourir ». Oui, Harry, dans cette scène-là, il est maître de la mort. Techniquement, il y a les 3 reliques qui acceptent sa mortalité, fait que ça vient joindre les reliques, parce qu'après, on en parle plus ou moins des reliques de la mort, c'est fini après. Fait que, mais ça n'a pas rapport à ça. Ça n'a aucun lien. Harry revient à la vie. Aucun lien avec ça. Puis encore une fois, ça n'a aucun lien non plus avec le fait que Voldemort aurait tué la partie d'Horcrux en lui. Il l'a fait. Il l'a fait. Mais c'est pas pour ça. C'était seulement Voldemort pouvait le faire. Dumbledore l'a mentionné dans les films. C'est seulement Voldemort qui était capable de tuer cette partie-là. Puis le bébé Voldemort en dessous du banc, c'est bien ça aussi. Mm-hmm. C'est cette partie-là d'Horcrux dans Harry qui est morte. Mm-hmm. Mais, encore une fois, je vais vous lire un extrait. Ça va répondre à la question complètement. Donc, c'est à la fin du 7e tome, quand Harry est à King's Cross avec Dumbledore, le King's Cross au paradis. Là, c'est tout les blancs. L'entre-deux, que j'aime dire. Exactement, l'entre-deux. Entre la vie et la mort. Ça va tout répondre. Mais là, c'est Harry qui parle. Puis, tu sais, je veux dire, ça, c'est la question la plus complexe, là, je trouve, de toute la série. Puis, c'est ce qui est clarifié, là. Oui, là, c'est clarifié, puis après... L'explication est là. Mais quand même, les gens... Puis c'est plausible, encore une fois, tu sais, que les gens pensent que ça soit à cause des reliques ou la partie d'Horcrux, c'est pas penser n'importe quoi, comme oui, c'est plausible. Puis honnêtement, avant de faire cette recherche-là, je pensais moi-même que c'était à cause que Voldemort avait tué la partie d'Horcrux dans Harry. Fait que je suis autant à blâmer, mais c'est pas ça. Fait que je vous lis l'extrait. Donc là, c'est Harry qui parle. « Mais si Voldemort a utilisé le sortilège d'Avada Kedavra, reprit Harry, et que cette fois, personne n'a succombé à ma place, comment puis-je être encore vivant? »« Je crois que tu le sais, répliqua Dumbledore. Repense au passé. Souviens-toi de ce qu'il a fait dans son ignorance, sa cupidité, sa cruauté. » Harry réfléchit, blablabla. « Il a pris mon sang, dit Harry. »« Exactement, s'exclama Dumbledore. J'ai des frissons. Ouais, j'ai eu un frisson dans le crâne. J'ai des frissons. Exactement, s'exclama Dumbledore. Il a pris ton sang et s'en est servi pour se reconstruire un corps vivant. Ton sang circule dans ses veines, Harry. La protection de Lily se trouve en vous deux. Il te rattache à la vie tant que lui-même est vivant. Je reste en vie tant que lui-même est vivant, mais je croyais que c'était dans l'autre sens. Je croyais que nous devions mourir tous les deux, ou alors est-ce la même chose? Tu étais le septième Horcrux, Harry. L'Horcrux qu'il n'avait pas eu l'intention de créer. Il avait rendu son âme si instable qu'elle s'est brisée quand il a commis ses actes d'une malfaisance indescriptible, le meurtre de tes parents, la tentative d'assassinat sur un enfant. Mais ce qui restait de lui alors, lorsqu'il s'est échappé de cette pièce ce soir-là, était encore plus diminué qu'il ne croyait. Il a laissé derrière lui plus que son corps. Il a aussi laissé une partie de lui accrochée à toi, la victime désignée qui avait survécu. Fait que bref, c'est à cause de Lily, encore une fois. La protection. Dans le fond, Lily, là, ce qu'elle a fait, là, sans même le savoir, c'est créer le contraire d'un Horcrux. Un Horcrux se crée quand quelqu'un tue. Le meurtre va briser ton âme. C'est la pire chose que tu pourrais faire. Puis encore une tentative de meurtre sur un enfant, tu sais, c'est mon Dieu. Inimaginable. Fait que, au lieu de tuer quelqu'un pour mettre une partie de ton âme à l'intérieur, Lily a protégé avec amour. Elle est morte par amour. Puis elle a mis son amour dans le sang de son fils. Le sang de son fils se retrouve dans le sang de Voldemort. Fait qu'il est protégé à tout jamais, cet enfant-là. Tu sais, c'est une protection qui est redoutable. Puis je vous lis un autre mini-extrait de La Coupe de Feu. La réaction de Dumbledore quand Harry lui dit qu'il a pris son sang. Donc, rapidement, c'est un petit extrait.
Il a dit que mon sang le rendrait plus fort que tout autre sang, expliquait Harry. Il a dit que la protection que ma mère m'a laissée en mourant serait également en lui. Et il avait raison. Il a pu me toucher sans éprouver aucune douleur. Un bref instant, Harry crut déceler dans le regard d'Albus Dumbledore quelque chose qui ressemblait à une lueur de triomphe. Donc voilà. Parce qu'à ce moment-là, Dumbledore catch que, oui, en effet, la protection est dans le sang de Voldemort. Oui, Voldemort peut toucher Harry, mais Voldemort peut pas tuer Harry. La protection de Lily est encore là. Moi, j'ai toujours pensé qu'à cause du sang d'Harry, Lily avait plus de protection. Mais c'est juste que Harry l'a, c'est rendu que Voldemort là aussi. Ils se sont rendus avec le même sang. Moi, je savais pas que la protection, je l'ai déjà su clairement quand j'ai lu le livre, mais je m'en rappelais plus que moi, je pensais que la protection, c'était sur le coup pour que lui survive quand il est bébé, puis c'est fini après, tu sais. Non, c'est intemporel. Intemporel, puis je viens d'en parler avec Pétunia, comme ça va jusqu'à la demeure des Dursley, parce que Pétunia partage le sang de Lily et a accepté de prendre Harry chez elle. Wow. Fait que Lily a vraiment donné à Harry la protection ultime. C'est pour cette raison-là qu'Harry est encore en vie. Puis Voldemort pourrait être vivant, puis il pourrait le tuer 50 fois, puis Harry pourrait venir en vie 50 fois. Fait que ma petite question rapide, si Harry, n'importe quand d'autre dans la série, se fait jeter à Avada Kedavra, disons, par Bellatrix Lestrange, qu'est-ce qui se passe? Ben là, techniquement... Il meurt. Je pense que c'était tant et si longtemps que Voldemort est en vie. Ben, en même temps, je sais pas. La protection de sa mère est encore en lui. Oui. Est-ce qu'Harry est immortel? Il peut juste pas mourir. Il peut pas mourir d'Avada Kedavra, genre. Il peut mourir juste de vieillesse. J'imagine, ouais. Fait que c'est vraiment pour ça qu'Harry a réussi à survivre dans les bois. Ben, merci. C'est fou. Quelle belle réponse. Appuyée encore de faits, tirés des livres. Par les livres, c'est le meilleur. Personne me dise autrement. C'est des bonnes théories, les autres affaires. Oui. Mathieu, au dernier épisode, avec sa théorie justement des reliques de la mort puis tout, mais non, c'est l'affaire du sang. C'est Lily. Depuis Day One, c'est Lily. Ouais. J'ai Claudia Boivin. J'ai 2 questions. Qui demande que devient Drago Malfoy? Mm-hmm. Et comment ceux qui ne voient pas les sombrales font pour s'accrocher à eux lorsqu'ils volent sur eux. Donc, que devient Drago Malfoy? Ben d'abord, suite à la bataille de Poudlard, les Malfoy évitent d'aller à Azkaban parce qu'ils ont comme eu un changement d'allégeance, disons, dernière minute. Là. Pendant la bataille de Poudlard, ils étaient du bord de personne un peu. Ils étaient juste contents d'être ensemble, les Malfoy. Fait que, juste à cause de ça, ils ont évité Azkaban, il faut croire, mais... Par contre, leur réputation, évidemment, est éternie. Oui. Drago va se marier, comme on a dit tout à l'heure, avec Astoria Greengrass, qui est une sang pure des 28 sacrés. Mais, tu sais, Astoria, comme Malfoy, elle, ça a été difficile son enfance. Tu sais, famille de sang pur, il y a des attentes, puis il faut comme complètement dénigrer les sang mêlés, puis les némoldus, surtout, évidemment, là, comme être dégoûté par eux. Mais Astoria puis Malfoy se retrouvent un peu là-dedans parce qu'ils veulent changer un peu cette manière-là de penser dans le futur, puis pour les enfants qu'ils auront. Par contre, il y a un curse sur la famille d'Astoria. Si elle tombe enceinte, ça va vraiment affecter sa santé. Ça va genre garantir qu'elle va mourir plus jeune. Mais elle veut vraiment un enfant. Puis Malfoy, lui, il est comme non. Genre... no way que comme t'as un enfant, puis il y a des chances que tu meurs. Puis là, elle est comme, je veux vraiment un enfant. Puis là, Lucius est comme, oui, Drago, il faut que comme enfant, le nom des Malfoy continue. Fait que là, finalement, ils ont un enfant parce que comme elle veut, puis tout, puis elle s'en fout que ça va affecter sa santé. Fait qu'ils ont Scorpius Malfoy qui est hyper présent dans Harry Potter et l'Enfant Maudit, qui est comme le personnage principal avec Albus Severus Potter, le fils d'Harry. Fait que c'est ça, mais quand même, juste pour revenir, tu sais, à Astoria puis Malfoy qui veulent un peu élever leur enfant différemment, d'être justement, d'accepter les némoldus puis de les aimer puis de juste comme accepter, dans le fond, tous les sorciers, peu importe leur statut sanguin, tu sais. Ce qui va vraiment écœurer Lucius puis Narcissa un peu, là. Fait que ça disait dans mes recherches que, comme, tu sais, quand Lucius puis Narcissa viennent souper, c'est comme recevoir là, les grands-parents racistes, là, qui sont comme d'une autre génération, puis ils comprennent rien, le petit Scorpius, là, il est genre donne avec eux, là, qui est là, la vieille pensée, là, de comme... ben j'aime ça. Ouais, non, c'est vraiment cool. Puis, ben, comme on sait, Scorpius va à la Poudlard, va devenir le meilleur ami d'Albus Severus Potter, ils vont tomber en amour.
amour, puis tout ça. Fait que, c'est le fun aussi, ça. Moi, je veux une mini-série là-dessus, s'il vous plaît. Malfoy, très, 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 très proche de Scorpius. Super, super belle relation. On le voit justement dans Harry Potter et l'Enfant maudit, à quel point ils sont proches. Harry Potter et l'Enfant maudit, petite parenthèse, je le considère pas 100% canon, donc je le considère pas. Oui, ça vient de la même auteur avec d'autres auteurs. C'est une suite qui est considérée officielle. Mais on dirait tant qu'il n'y a pas un film avec Daniel Radcliffe qui joue Harry Potter à 40 ans, moi, je le considère pas officiel. Ouais. Mais c'est une pièce de théâtre, fait que c'est écrit vraiment comme une pièce de théâtre, fait que l'expérience est différente, mais c'est les mêmes personnages, puis tu sais, tous les liens sont bons, comme c'est pas une fanfiction, ceci dit. Non, c'est ça. Fait que c'est pour ça que là, je fais les liens avec ça, parce que toute l'information, tout le futur de Malfoy est là. Tu sais, les réponses viennent de là directement. J'adore. Fait que c'est ça. Blablabla, c'est quoi je voulais dire? Ben, dans le fond, Astoria meurt, finalement, quand Scorpius il a 14 ans, parce que ben, c'est ça, là, d'avoir eu Scorpius, ça a affecté sa santé. Mais c'est-tu la seule dans sa famille qui avait ce curse? Non, c'était comme un curse. J'ai pas trop cherché sur le curse, mais de ce que je comprends, c'est comme le curse de la famille depuis longtemps. OK, fait que c'est familial. C'est une génération. Mais ça veut dire que sa mère, elle, sûrement, eu la même chose. Exactement. Wow. Alors voilà. Puis Malfoy, ben, il a comme pas vraiment de job. Il a hérité de l'argent de la famille, même si ses parents sont pas morts. Là, Family money. C'est ça. Puis il habite au manoir des Malfoy. Puis comme il collectionne des artefacts. Puis comme son père. Très belle relation avec son fils, comme j'avais commencé à dire. Très, très important pour lui qu'avec son fils, il y ait une relation différente que lui avait avec son père. Puis dans Harry Potter et l'Enfant maudit, en plus, on le voit, ça, le clash, la différence. Tu sais, Harry puis Albus Severus, c'est très difficile. Puis Scorpius puis Drago, c'est comme... ça va mieux, tu sais, les câlins, puis je t'écoute, puis je t'accepte, puis voilà. Wow. Alors ça, c'est ce qui arrive à Drago. Puis pour la deuxième question, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un qui peut pas voir les sombrales, parce qu'il faut avoir vu la mort pour pouvoir voir les sombrales. Donc, qu'est-ce qui se passe si tu veux monter sur un sombral, mais que tu n'as pas vu la mort? Donc, je vous amène dans le tome 5, au moment où la gang, l'armée de Dumbledore, Harry, Ron, les amis, doivent se rendre au département des mystères, au ministère de la magie, puis ils prennent des sombrales pour ça. On a Neville, Luna et Harry qui peuvent voir les sombrales. Luna a vu sa mère mourir. Neville a vu son grand-père mourir. Harry, on le sait, a vu Cédric mourir. Mais Ron, Hermione puis Ginny, à ce moment-là, eux ne voient pas les sombrales. Fait que... Ron demande « Comment on fait pour monter? On ne voit rien, nous. »« Oh, c'est facile, » répondit Luna. Elle se laissa glisser à terre et s'avança vers eux. « Venez. » Elle amena chacun d'eux auprès d'un sombral et l'aida à monter sur son dos. Ils semblèrent tous les trois extrêmement inquiets lorsqu'elle entortilla leurs mains dans la crinière des chevaux et leur conseilla de se cramponner fermement. Puis elle retourna s'asseoir sur sa propre monture. « C'est de la folie, » murmura Ron en passant précieusement la main le long de l'encolure du cheval. « Une vraie folie, si seulement je pouvais le voir. » Donc, dans le fond, il faut juste que comme tu sois game puis que tu fasses confiance au fait que tu le sens. Je me lance. Il touche, il sent le cheval, mais il peut vraiment pas le voir. Il est invisible, mais comme il est là quand même. Oui, il est là pareil. Fait que je pense que c'est ça, tu peux le tâter, le toucher, le sentir. Alors voilà, pour les sombrales. Pour compléter avec toi, dans le fond, parce que j'avais également une question sur les sombrales, fait qu'on va en parler tout de suite, puis ça va être parfait. Fait. Pourquoi Harry ne voit pas les sombrales avant sa 5e année? Il a vu sa mère mourir bien avant ça. Donc, pour voir un sombral, non seulement tu dois avoir vu la mort, mais également l'avoir comprise. Donc, Harry était beaucoup trop jeune pour comprendre ce qui venait d'arriver à sa mère. Il a compris ça quand Cédric est mort. Ouais. Il l'a vu mourir en 4e année, donc à l'âge de 14 ans. Donc, c'est vraiment ça. Il faut que tu l'aies vu, mais il faut que tu l'aies compris aussi. Il faut que tu aies une connaissance de ta peine. Il faut que tu saches ce que tu es en train de vivre pour pouvoir voir le sombral. Puis Luna puis Neville, tu sais, eux, c'est arrivé à un jeune âge. Elle avait 9 ans, 7, 8, 9 ans, tu sais, que tu le comprends, mais Harry... qui parle même pas encore. Il avait 1 an ou 2, là, tu sais. Il sait même pas c'est quoi mourir, tu sais. Non, exactement. Fait que c'est pas sa mère, en fait, qui a fait en sorte qu'il puisse voir les sombrales. C'est bien Cédric, tome 4, quand il meurt. Oui, c'est pas comme un automatisme, là, un scan des yeux. Switch, quelqu'un est mort devant toi. Sombral on, sombral off, genre. Non. Exact. Donc, c'est ça, c'était une question que j'avais. Tu peux y aller avec une autre question? Ouais, je vais y aller avec... attends, je remonte en haut. Donc, j'ai Annabelle Baudry qui demande pourquoi Harry, étant un Horcrux lui-même, n'a pas détruit sa partie Horcrux lorsqu'il a été transpercé par la dent de basilic. Transpercé, j'ai dit quoi? Transpiré, my God, je déparle. Lorsqu'il a été transpercé par la dent de basilic. Donc, j'en reviens à mon point de tantôt, Harry, c'est l'Horcrux. Si Harry était mort
dans la chambre des secrets, causé par le venin du basilic, l'Horcrux aurait été détruit. Mais Fume Sec est arrivé dernière minute, bing bang, je te broye sur le bras, puis genre Harry est guéri. Fait que oui, ça aurait pu arriver, mais c'est à cause de Fume Sec. Exactement, fait que blâmer Fume Sec. Parce que c'était pas instantané, tu sais, c'est pas comme le pic le transperce, c'est du venin. Fait que le venin se répand. C'est comme, mettons, si tu droppais une goutte de venin sur le diadème. Ouais, ça va être plus long que... Puis éventuellement, peut-être que le diadème se désintégrerait, mais comme Harry, pour que ça allait fonctionner, pour que ça allait plus fonctionner, Harry aurait dû mourir dans la chambre des secrets. Donc voilà pourquoi. Parce que ça, c'est vraiment le venin et non un croc de basilic. Non, c'est le venin. Parce que c'est ça, l'épée de Gryffondor, elle est imprégnée du venin, c'est le venin. Exact. Puis je veux juste mettre l'emphase encore sur la partie Horcrux d'Harry. Il n'y a pas de partie d'Horcrux d'Harry. Harry, c'est l'Horcrux. C'est son entièreté au complet. Son corps, c'est le récipient. Récipient. Ouais. Récipient. C'est la boîte d'Horcrux. C'est lui, c'est son âme, l'Horcrux. Fait que, bref. Voilà. Tu veux-tu continuer? Ou je continue? Oui, ben j'ai une question de Caroline Rivard. Pourquoi Lily Potter ne pouvait-elle pas simplement transplaner avec Harry lorsque Voldemort est arrivé chez eux, alors que James leur fournissait du temps pour s'enfuir? Très bonne question. Très bonne question. Fait que, tu sais, suite à la prise de connaissance de la prophétie par Voldemort, les Potter sont en fuite. T'sais, eux, ils sont mis au courant que Voldemort les cherche pour tuer le bébé, puis sûrement les tuer aussi. Fait que... Comme j'ai aussi déjà mentionné dans mon premier épisode, on le sait que Pettigrew est le gardien du secret. Avec le gardien du secret vient le sortilège Fidelitas, qui a été placé sur la maison des Potter, qui était leur endroit où ils se cachaient. Quelle bonne idée, tu te caches chez vous, dans le fond. Eux, ils sont en fuite de Voldemort, ils se cachent chez eux. Ouais. Cool. Oui, le sortilège de Fidelitas, en fait que la maison est cachée. Fait que Voldemort, il pourrait passer dans la rue, il va pas voir la maison, il va voir une pile de ruines, mais comme... Quand même, là, t'aurais pu même aller dans un autre pays. Hein? Genre, peut savoir un crise de bon sens, s'il te plaît? Genre, s'il te plaît, logique, genre. Fait que le sortilège Fidelitas, d'abord, ça protège full la maison. Fait qu'il n'y a pas vraiment personne qui peut transplaner hors ou dans la maison, mais même à ça, de manière générale, personne peut transplaner dans une maison ou hors de la maison. Je vous ramène aux reliques de la mort. Quand Harry, Ron et Hermione, au début là, de leur quête, sont cachés au QG, là, il faut vraiment être bon pour s'en rappeler, là, mais ils doivent toujours sortir juste sur juste devant la porte dehors pour transplaner. Puis quand ils reviennent, ils doivent retransplaner juste devant la porte. Fait qu'ils ont toujours la cape d'invisibilité. Ils rushent parce qu'ils sont rendus grands. Puis il y a toujours des mange-morts dans la rue qui checkent. Juste pour sont là, fait qu'ils n'ont pas le choix de sortir de la maison. Fait que Lily est dans la maison. Elle ne peut pas transplaner hors de la maison. C'est comme ça se peut pas. Parce que si c'était permis, ça, moi, je peux transplaner dans la maison de n'importe qui. De n'importe qui, oui. Je peux transplaner dans la maison d'Harry Styles, tu sais, comme je peux faire ce que je veux. I wish. Mais fait qu'il y a comme cette protection-là que tu n'as pas le choix de transplaner à l'extérieur d'une maison et tu dois te faire inviter à l'intérieur, un peu comme dans Vampire Diaries. Ouais. Fait que ça, elle aurait sorti par la fenêtre avec son bébé, elle aurait pu transplaner. Oui, mais aussi, je me disais, dans les recherches, puis il y a d'autres gens qui disaient ça aussi, tu sais, comme ça doit pas être safe de transplaner non plus avec un bébé dans les bras. Ouais, j'avoue, là. Oui, définitivement. Quand on pense dans le 7.1, justement, quand il y a Yaxley qui s'accroche après Ron, c'est le bras de Ron, genre, il est scrappé. Tu as des risques de te faire désarticuler quand tu maîtrises pas le transplanage. Puis quand c'est ça, là, tu fais ça tout croche, puis il y a du monde qui s'accroche à toi, tu sais. Fait que, voilà, c'est pour ça qu'elle l'a pas fait. OK. Hihi. Donc, moi, j'ai Steph qui me demande, dans le 5e tome, Pétunia reçoit une beuglante qui dit « Souviens-toi de ma dernière. Et je n'ai jamais compris ce que cela voulait dire. Qui a envoyé la beuglante et qu'est-ce que cette personne sous-entendait par là? » Donc, c'est Dumbledore. Tu peux-tu donner un peu plus d'informations? Parce que ça, c'est pas dans les films. Qu'est-ce qui se passe? C'est à quel moment la beuglante? C'est à la fin du 5e... Non, c'est au début qu'elle la reçoit. C'est au début? Elle la reçoit après, dans le fond, le Patronus, les détraqueurs qui sont arrivés à Privet Drive. Puis là, ils ramènent Dudley à la maison, puis Dudley est genre « C'est Harry, il m'a fait ça, Harry m'a fait ça. » Puis le Pétunia est en temps, vraiment. J'avais pensé que c'était la fin, parce que c'est comme à la fin du 5e, dans le fond, que la guerre commence officiellement à la fin du 5e. Fait que moi, je pensais que c'était plus Non, elle reçoit la beuglante au début quand elle veut mettre Harry dehors. C'est vrai, t'as raison. Après l'affaire des détraqueurs. T'as raison. Elle est en crise contre lui, les gens. Qu'est-ce que t'as fait à mon fils, tu sais? Puis elle veut le mettre à la porte, c'est Dumbledore qui envoie la beuglante. Instantanément, la beuglante arrive. Direct, parce que comme j'ai lu l'extrait tantôt, Harry, s'il n'est pas chez les Dursleys avec la protection du sang de Pétunia, avec Voldemort qui est de retour officiellement, il est dans la marde. Puis Pétunia est au courant de tout ça. C'était écrit dans la lettre
qui venait avec Harry quand il était bébé. Donc, rappelle-toi de ma dernière... La pièce jointe avec Harry. La pièce jointe. Le fichier PDF, il était là. Fait que c'est ça. Rappelle-toi de ma dernière. Dans le fond, c'est rappelle-toi de ma dernière lettre. Comme toute l'explication que je t'ai marquée. Veux-tu vraiment que ton neveu se fasse assassiner? Si tu sors Harry de chez vous, là, parce que t'es en crise puis t'oublies, là, l'émotion prend le dessus en ce moment. Si tu sors Harry de chez vous, Harry n'a plus de maison, Voldemort peut le tuer, puis Voldemort peut juste venir comme vous attaquer. Là. C'est plus un repère pour Harry, comme il y a quelque chose qui se brise. Exact. Fait que c'est ça. Puis ça, c'est assez pour mettre Dumbledore en maudit. Là. Simonac. Ah, Simonac. Ouais. Fait que c'est ça. C'est notre cher Dumbledore. Et voilà ce que la beuglante signifiait. Rappelle-toi de ma dernière. Mais ma dernière lettre, ma dernière beuglante. Ma dernière lettre. Ma dernière lettre. Parce que je veux pas une beuglante, c'est une lettre aussi. Qui est juste vraiment, crie après. Ouais. Fait que je pense pas que Pétunia et Dumbledore étaient bien proches. Là. Je pense pas qu'ils s'envoyaient des messages sur Messenger. Là. Fait que ma dernière, d'après moi, elle savait de quelle lettre il parlait. Là. Il n'y avait pas de correspondance. Il n'y avait pas de correspondance, je pense, entre eux autres. Non, je pense pas non plus. J'ai Guillaume Côté-Moret qui demande « Est-ce que la salle sur demande des objets cachés était déjà remplie lorsque Voldemort y a mis son Horcrux? » Donc, rappelle que la salle sur demande, comme on le sait, elle peut se transformer en pièce qui va offrir aux sorciers ou au groupe de sorciers ce dont ils ont ou il a besoin. C'est une pièce difficile à trouver. Pas connue de tout le monde, qui existe depuis la fondation de Poudlard. Les portes de la salle sur demande apparaissent tout le temps à la même place. Fait que, tu sais, il faut que... C'est pas tout le monde qui l'a découvert parce qu'il faut que ça adonne que tu passes devant ce mur-là puis qu'au même moment, tu réfléchis à quelque chose que tu as besoin, pas intensément, mais juste comme, ce serait le fun si j'avais ça, tu sais. Puis, dans le fond... de manière assez courante, depuis l'existence de Poudlard, les élèves, ce qu'ils avaient besoin, c'était un endroit où cacher quelque chose. Cacher quelque chose qu'ils n'ont pas le droit d'avoir en tant qu'élève, cacher un Horcrux ou juste comme un objet qu'ils ne veulent plus avoir, se débarrasser de quelque chose ou des trucs brisés. Tu sais, l'armoire à disparaître que j'avais mentionné dans un épisode précédent, quand elle a été brisée par Peeves dans la Chambre des secrets, elle a été mise dans la salle sur demande des objets cachés. Fait que c'est toujours cette même grosse pièce-là qui réapparaît pour les élèves qui ont besoin de cacher quelque chose. Fait que c'est pour ça que c'est une pile et des centaines d'objets, c'est ça, empilés, des allées, des rues d'objets qui se retrouvent dans cette pièce-là. Fait que si on pense que Poudlard a été fondé comme 1000 ans avant qu'Harry arrive, puis que Voldemort a caché son Horcrux dans les années 50, genre 40 ans avant Harry, Voldemort, la question c'est est-ce que quand il a caché son Horcrux, il y avait plein d'objets? Ben oui, il y avait plein d'objets parce qu'il y avait des siècles et des siècles d'élèves qui avaient déjà caché des affaires là. Puis je veux mentionner que, parce que là, dans le fond, le diadème, dans le fond, est caché dans cette pièce-là. Harry trouve le diadème dans la salle sur demande dans le 7, pendant la bataille de Poudlard. Puis il le trouve parce que, puis ça, c'est pas de même dans le film, dans le 6, quand il va cacher le livre du Prince de Sang-Mêlé, le livre de potions, dans la salle sur demande, il se promène des allées, il est comme, OK, je vais cacher ça. Fait que là, il le cache dans un placard, dans genre une armoire, qui n'est pas l'armoire à disparaître, là, mais whatever. Il la cache quelque part. Puis là, il est comme, je veux me rappeler que je l'ai mis ici parce que je veux revenir le chercher, tu sais. C'est parce que là, Rogue, genre, il y a des soupçons. Fait que là, Harry est comme, fuck, je vais juste venir le cacher ici en attendant pour, comme, pas que Rogue, il catch que, whatever. J'ai ce livre-là. Fait que là, il le cache. Puis là, il prend des objets autour pour, comme, se faire un genre de point de repère. Fait qu'il prend comme un buste. Puis là, il décore le buste avec une perruque et avec le diadème. Mais tu sais, dans le livre, ça dit juste genre... il place sur le buste comme un diadème terni, puis une perruque. Puis après, dans le 7, il est là, puis là, il y a comme un gros flash dans sa tête, puis il est comme hostie d'épais, je l'avais dans les mains l'année passée. Fait que là, c'est pour ça qu'il s'en va à la salle sur demande, puis il sait exactement il est où dans la salle sur demande. Il est comme, mon Dieu, c'est où que j'avais... Ça veut dire qu'il était déjà attiré. L'Horcrux, il parlait déjà, dans le fond, sans savoir que c'est un Horcrux. Lui, Harry était un Horcrux. Il est allé direct vers le diadème, puis il était comme ça avec mon point de repère. Puis quand il a caché le Prince de Sang-Mêlé. Quand il a caché le Prince de Sang-Mêlé. Parce que c'est une grosse pièce, là, comme je vais pas vous lire l'extrait, mais c'est vraiment décrit, parce que lui, c'est Harry, à ce moment-là, quand il va cacher le livre de potions, c'est la première fois qu'il rentre dans la salle sur demande des objets cachés. Ouais. Puis il est genre... C'est une pièce aussi grande qu'une cathédrale, c'est le même qui est décrite. Puis c'est ça, là, c'est des rues d'objets empilés. On le voit un peu, ça, dans le set. Là, c'est vraiment, ça monte haut, là. Ouais. Tu sais, il se promène en balai, là, après, avec Malfoy, puis tout, là.
parmi les tours. Là, on dirait une ville d'objets. Mais c'est ça, en fait. Fait que c'est super gros. Puis c'est ça, il s'est rendu automatiquement vers l'Horcrux sans le savoir. À ce moment-là. Cacher le livre proche de l'Horcrux. Fait que voici pour la réponse. J'adore. C'est du mind blown incessant aujourd'hui. C'est ça que je veux. Yeah. Donc, Noémie Forcier demande pourquoi Dumbledore a demandé à Hagrid d'aller chercher la pierre philosophale. Clairement qu'il ne connaissait pas le plan de Quirrell/Voldemort s'il a gardé comme prof à Poudlard. Donc, pourquoi il sentait le besoin de protéger la pierre? C'est une excellente question, mon Dieu. C'est vraiment une bonne question. J'ai rushé pour essayer de trouver des réponses qui faisaient du sens. Puis il y a beaucoup, encore une fois, de spéculation en lien avec cette question-là. Fait que je vais y aller avec ce que j'ai trouvé. Dumbledore savait que la pierre philosophale était un des seuls moyens rapides et efficaces pour Voldemort de reprendre le pouvoir. Donc, non seulement il allait reprendre du pouvoir, mais il allait également regagner un corps physique extrêmement rapidement avec la pierre philosophale. Fait que je pense que Dumbledore, avec l'entrée d'Harry à Poudlard, Voldemort qui se remet en marche, Dumbledore a additionné 1 + 1, il a fait 2, puis il a fait on va l'amener à Poudlard, qui est l'endroit le plus safe au monde quand tu y penses. Sauf peut-être Gringotts. C'est mentionné dans les films, c'est mentionné dans les livres. Le seul endroit qui serait peut-être plus safe que Poudlard, c'est Gringotts. Fait que là, tu as Voldemort qui veut ramener la pierre ici. C'est ça. Dans les Reliques de la mort aussi, il y a un flashback dans lequel Dumbledore demande à Rogue de surveiller Quirrell. Donc, je vais vous le lire rapidement. C'est un petit extrait. Donc, les souvenirs de Rogue, là. Les souvenirs de Rogue, exactement. C'est dans les flashbacks de Rogue. Il y a tellement d'infos là-dedans, là. Ouais. Vous voyez uniquement ce que vous entendiez par là. Non, attends, c'est juste ici. C'est ça. Dumbledore tourna une page de son magazine et ajouta, toujours sans lever la tête, « Surveillez un peu Quirrell, voulez-vous? » Fait qu'est-ce que Dumbledore savait que c'était Voldemort qui se cachait dans Quirrell? Peut-être que non. Mais clairement qu'il ressentait qu'il y avait quelque chose. Ben, il y avait des gros soupçons. Des gros soupçons, exactement. On parle d'un des sorciers. Ça, c'est un souvenir début de l'année, début de première année. Exactement. Dumbledore savait qu'elle allait revenir éventuellement. Là. Il n'était pas nono. Ben, on le sait, comme tout le plan qu'il avait mis en marche avec Harry, puis tout. Dumbledore le savait qu'elle allait revenir. Fait qu'il y a eu 10 ans pour étudier tous les moyens possibles. Comment Voldemort pourrait reprendre le pouvoir. Fait que quand il y a eu le déclic de la pierre philosophale, il l'a juste vraiment ramené par protection en sachant que Quirrell était sketch. Fait que c'est ce que j'ai trouvé personnellement. C'est ça. Voilà mes réponses. Est-ce qu'on argumente là-dessus? Genre comme... Non. Qu'est-ce qu'il fait? Non. J'ai pas grand-chose à dire pour ça. C'est un autre questionnement. Je me le suis souvent demandé. La don que le coffre se fait voler, ben il n'y a rien à voler, là, mais le coffre se fait ouvrir comme la même journée ou le lendemain. Le lendemain. Harry, quand il lit la Gazette, là, le lendemain, ça a été cambriolé. Puis, c'est ça. Non, j'ai rien d'autre à dire. OK, ben parfait. Ben merci. Ben ça vient vraiment répondre à la question. C'est aussi simple que ça. Puis voilà. OK. Good. Il a dû la bouger. Après, il devait être vraiment fier de lui quand il a vu que quelqu'un a essayé de rentrer dans le coffre. Il a dû dire Kim, ça a passé. Ben moi, je suis sûr qu'il le savait. On s'entend-tu que Dumbledore, là, comme, est-ce qu'il voit-tu le futur? Je sais pas, là. Mais moi, souvent, je pense que oui, là, mais comme non, parce qu'après, il y a plein d'affaires qui se passent pareil. Mais je veux dire, quand tu vois le futur, il y a des choses que tu n'as pas le choix de laisser aller. Peut-être qu'il voyait des flashs. Peut-être qu'il voyait juste certaines petits bribes. Ouais. Je sais pas. Mais tu sais, Quirrell aussi, il était pas prof avant. Là. Ça, c'était sa seule et unique année qui a été prof. C'est un poste maudit, même avant que Harry rentre à l'école. T'sais, Dumbledore, il ne sait pas, là, Quirrell, de quoi il avait l'air. Il n'a pas remarqué un changement dans son attitude. Il ne sait pas qu'il ne portait pas de turban avant. Je sais pas. C'est vrai. Je sais pas. Bref. En tout cas. Rosemary Chamberlain demande le patronus de Rogue est le même que celui de Lily. En effet. Quelle est la signification d'un même patronus, sachant que Lily et James avaient des patronus différents? Alors. La forme que prend ton patronus est influencée par plusieurs choses, mais surtout par ce qui entre en lien avec ce que tu ressens de plus heureux et de plus positif. Donc, particulièrement l'amour. Rogue, on peut dire sans hésitation que sa seule source de bonheur dans sa vie au complet depuis qu'il était un petit kid, parce que là, c'était très difficile son enfance. Lui, c'était violence, son père. Là. Ouais, son père le frappait, puis tout. Puis sa mère, elle faisait rien. Là, fait que... avec le problème. Fait que, lui, enfance très malheureuse. Lily arrive comme une lumière dans sa vie. Puis après, le reste de sa vie est dédié à Lily. Fait que c'est, encore une fois, seule source de bonheur. Donc, la forme du patronus de Rogue a
comme automatiquement été influencé par l'amour qu'il y a pour Lily. Donc, c'est devenu une biche également. Et Harry, tu peux me passer le relique de la mort, s'il te plaît. Harry le dit lui-même à Voldemort à la fin des reliques de la mort. Donc, ça, c'est après qu'il survit la forêt, quand ils reviennent au château, puis tout, là. Puis qu'il est genre dans les bras d'Hagrid, puis il se réveille, là. Ben, dans le livre, ça, c'est vraiment une scène, bon, tu sais, dans le film, ça a vraiment été switché en grosse scène d'action, puis les deux se battent dans le château, puis tout. Mais dans le livre, c'est vraiment une grosse conversation, là, les deux, là, ils pointent leur baguette l'un vers l'autre, mais ils se parlent beaucoup. Puis ce que Harry dit, entre autres, dans cette scène-là, à Voldemort, c'est « Le Patronus de Rogue était une biche », poursuivit Harry, « la même que celle de ma mère, parce qu'il l'a aimée pendant presque toute sa vie, depuis qu'ils étaient enfants. Vous auriez dû vous en apercevoir. » Ah ben, le Voldemort, il est comme... Sacre bleu. Hein? Je me suis fait avoir. Parce que ce que j'ai pas dit tantôt, puis qui est intéressant à mentionner... Dis-moi ça. Quand Rogue, il a entendu la prophétie, là, puis qui a été dit à Voldemort, c'est le bébé de Lily Potter. Puis là, Voldemort a dit, ben j'ai pas le choix d'aller tuer le bébé. Rogue a supplié à genoux, c'est un mange-mort là, à ce moment-là, là. Supplié Voldemort d'épargner Lily. Rogue, là, il dit, tu peux tuer le bébé, tu peux tuer James tue pas Lily. Fait que Voldemort, il est comme, OK. Puis rendu à Godric Hollow, non. Voldemort, il essaie d'épargner Lily. Il tient parole, je te le jure. Non. Si tu relis la scène, là, je l'ai pas, là, il dit tasse-toi, espèce de sotte. Il dit des affaires de même. Il a déjà tué James, il est rendu dans la chambre. Là, Lily, non, Paris. Fait que là, Voldemort, il est comme, tasse-toi, là, je veux tuer ton bébé. Puis elle est genre, non. Fait qu'au dernier instant, il a pas le choix. Il est comme, OK, hostie, tu me laisses pas le choix, puis il a tué. Mais il essayait vraiment de faire comme Rogue avait demandé, parce que, anyway, il sait que c'est vraiment le bébé le problème. Fait que, tu sais, y a-tu vraiment besoin de tuer Lily? Oui, là, je comprends pas pourquoi il tenait parole tant que ça, là, mais c'est ça que Harry dit juste après ça. Il dit comme, il l'a aimé toute sa vie, vous ne vous en êtes pas rendu compte? Fait que là, juste après, il dit, Rogue vous avait demandé d'épargner la vie de ma mère, n'est-ce pas? Puis là, Voldemort, il dit, il faisait juste la désirer, comme il a désiré plein d'autres femmes. Après qu'elle soit morte, il m'a dit qu'il y avait d'autres femmes qu'elle, puis tout. Ça, c'est vraiment une conversation que Rogue et Voldemort ont eu. Je suis comme, quoi? C'est fou. Fait que c'est la petite parenthèse que je voulais faire. Mind blown. Vraiment. Je sais, c'est incroyable. Puis pour revenir au Patronus, dans le fond, oui, James et Lily, c'est différent, mais c'est deux Patronus qui se complètent parce que t'as le cerf puis t'as la biche. Fait que ça se complète. Fait que c'est quand même, tu sais, ils s'aiment. Il y a la présence de l'amour qui est là. Puis intéressant de savoir aussi, ça c'est dans les livres, que Tonks, son Patronus, au début, c'était un lièvre. Puis quand il est tombé en amour avec Lupin, c'est devenu un loup. Son Patronus, qui est le même que Lupin. Lupin aussi. Sa source de bonheur a changé. Oui. Fait que... C'est ça. Son Patronus, c'est devenu un loup. Trop cute. Fait que voilà pour la réponse à la question des Patronus. Mind blown fois 4. Je sais, j'adore. C'est fou. Cette œuvre est la meilleure affaire qui pouvait comme arriver sur Terre. Non, écoute, je lisais les extraits tantôt, genre j'avais des frissons, je mettais mes post-it hier à la maison, puis j'étais comme, je filais plus, là. Same, j'étais genre plus de questions, je voulais faire des recherches encore. Vraiment. Moi, j'ai Lubin qui demande, la question que je me pose concerne Madame Bibine. Lubin? Lubin. Comme Lupin, mais avec un B. Lubin. Ouais. Parfait. La question que je me pose concerne Madame Bibine. Professeur de vol et arbitre de Quidditch. Que fait-elle d'autre? Que ce soit dans les livres ou dans les films, il n'y a pas beaucoup de matchs de Quidditch ou encore des cours de vol et ceci ne concerne que les premières années. Au risque de te décevoir, Lubin. C'est ça qu'a fait Madame Bibine. Donc, de son prénom Rolanda Bibine, qui est aucunement mentionné, by the way, dans les livres. Donc, on n'a aucune idée de son prénom. Son prénom est apparemment, je spécule, sur une boîte de Lego dans laquelle elle était featured. Puis, c'est marqué en bas Rolanda Bibine. En français, ce serait René Bibine. Professeur de vol, arbitre de Quidditch à Poudlard pour les premières années seulement. Puis elle s'assure également de la sécurité des enfants lors des pratiques, les bonnes conditions de l'équipement, s'assure que les balais sont pas ensorcelés, que l'équipe adverse n'est pas venue jouer d'un plate-bande de l'autre. Puis après sa graduation, elle aurait travaillé au ministère dans le département des soirs et jeux magiques avant d'aller enseigner à Poudlard après la guerre. C'est la seule information qui est disponible en ligne. C'est même pas une joke, il n'y a rien sur elle. Il n'y a rien. Puis finalement, t'as-tu checké pourquoi elle n'est pas revenue dans le deuxième film?
Elle avait signé pour un film. Ah, OK, c'est bon. Elle avait seulement signé pour un film. La chicane. Elle a joué, par exemple, dans un... tu sais, mettons Seinfeld, là, puis Friends, là, c'est quoi ce genre de show-là? Là? Un sitcom. Un sitcom. Apparemment, elle était dans un sitcom dans lequel elle avait un enfant, elle avait un fils, je me rappelle plus du nom, puis il y avait des petites... références? Des références, mettons, à Madame Bibine, comme il y a une boîte de céréales, puis il pige une carte dans la boîte de céréales, puis comme « I've got Madame Hooch », genre, puis c'est Madame Bibine qui fait sa mère. Est-ce que tu peux faire... Je vais faire ta... Ouais, tu peux-tu faire... Non, tu peux-tu faire... Non, la réplique du film. Bonjour, Amanda. Who's Amanda? On ne sait pas, mais Bibine est bien proche d'elle. Bonjour, Amanda. Bonjour, Amanda. Bonjour. Mais qu'est-ce que vous attendez? Ouais. Allez, hop! À droite de votre balai, tenez la main au-dessus et faites hop! 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 J'ai Alexandra qui demande comment Rogue savait où Hermione et Harry étaient dans le set pour qu'il leur apporte l'épée de Gryffondor avec son Patronus, la biche. Fait que ça, c'est une très bonne question. Ouais, c'est une bonne question. Je figure peut-être, Alexandra, désolée, peut-être que tu n'as pas lu les livres. Fait que je vais le clarifier. Dans le fond, pendant que Rogue est directeur, il passe quasiment tout son temps en tant que directeur enfermé dans son bureau à Poudlard. Dans le bureau, il y a le portrait de Dumbledore qui donnait des informations importantes à Rogue. Puis dans le bureau, il y a aussi d'autres portraits de tous les anciens directeurs, dont Phineas Nigellus Black, qui est un ancêtre de Sirius, qui a été directeur à Poudlard, qui était d'ailleurs l'un des directeurs qui a été le plus détesté, un directeur Serpentard, puis tout ça. Fait que lui, il a son portrait dans le bureau des directeurs à Poudlard, mais il y a aussi son portrait au QG, au Square Grimoire. Ouais. Fait qu'il peut se promener entre les deux portraits. D'ailleurs, Voldemort. Dumbledore utilise ce portrait-là dans l'Ordre du Phénix. Quand Arthur se fait attaquer, il dit à Phineas, il dit « Allez, va dans ton portrait au QG, va avertir qu'Arthur s'est fait attaquer. » Vérifie comme qu'il est correct, puis tout. Fait que c'est ça qui se passe. Il passe des messages au QG comme ça, Dumbledore. Fait que tout le monde est un peu au courant que ça, c'est un moyen de faire des messages avec le QG. Fait que dans le fond, quand Harry, Ron et Hermione se cachent au QG au début des Reliques de la Mort, Hermione est fucking right. Elle est genre, Rogue va utiliser Phineas pour espionner sur nous. Phineas, comme j'ai dit, un Serpentard, lui, il est quasiment full loyal à Rogue, juste parce que Rogue, c'est un Serpentard, puis il est genre un autre directeur Serpentard comme moi. Non. Fait que Hermione, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend le portrait de Phineas, puis elle le met dans son sac, là, son sac qui est genre agrandi. Ouais. Elle bande les yeux à Phineas, puis comme tu pourras pas aller dire à Rogue on est où parce que tu vas pas le savoir, puis tu vas être dans la noirceur de mon sac, genre. Mais il peut entendre. Puis à un moment donné, Hermione, elle dit. Mind blown. On est dans la forêt de Dean, genre, elle dit à Harry, on est à la forêt de Dean, je n'ai essayé avec mes parents, nanana. Fait que le Phineas, lui, il est dans le cadre, puis il entend. Fait que là, il s'en va le dire à Rogue, parce que Phineas, lui, il sait que Rogue, de son bord, il essaie de les aider. T'as Dumbledore dans le portrait qui est comme, OK, qu'est-ce qu'il faut? Fait que, parce que là, la grosse affaire, c'est qu'il faut leur amener la vraie épée de Gryffondor, qui est avec Rogue à Poudlard. Fait que là, je me rappelle de la scène, là, dans le livre, là, Phineas revient et dit, ils sont dans la forêt de Dean. Ça, c'est dans les souvenirs de Rogue. Puis là, Dumbledore, dans son portrait, il dit « Severus, go! Faut que tu ailles porter l'épée. Maintenant, tu trouves un moyen d'aller la porter. » Fait que le Rogue, il se rend dans la forêt de Dean, il repère, puis la biche, le Patronus, puis il amène l'épée. Wow. Fait que ça, c'est comme ça qu'il savait qu'il était à cet endroit-là. C'est fou. Tu m'apprends tellement d'affaires. Hein? Ah, mais tu t'en rappelais-tu un peu de ça? Le cadre, le portrait qui est caché? Le portrait, je sais, parce que dans le 5, ils le disent. Ça fait longtemps que j'ai pas relu les livres, là, à part le 1 puis le 2, là, on va se le dire. Mais je savais qu'il y avait son portrait dans Square Grimoire. Je savais qu'il y en avait un Poudlard puis qu'il pouvait se promener, mais je me rappelais plus qu'elle l'avait pris dans son sac puis qu'elle était partie avec. Puis genre... Dans le 5e film, vous le regarderez, vous porterez attention. Au moment, l'attaque d'Arthur, ça, c'est dans le film aussi. Dumbledore se retourne vers deux portraits. Le premier, je sais pas c'est quoi, puis le deuxième, il va voir Phineas, puis il dit. Va avertir à Square autant dans le livre que dans le film. Je trouve ça nice qu'il l'a mis dans le film, même si c'est pas tant nécessaire, parce que l'auditeur est juste comme, OK. Mais ça montre que, justement, ces portraits peuvent aller checker ce qui se passe, puis confirmer en dehors de Poudlard, c'est ça, ce qui se passe au QG, puis tout. J'adore. À ton tour! Laurie Bélan. Comment Dumbledore savait depuis le début que Harry devait mourir à la fin? Tout ce concept m'échappe un peu. Je suis pas sûr de comprendre si dans le fond, il est gentil ou méchant de faire ça. Dumbledore ne savait pas qu'Harry allait devoir mourir à la fin. Je pense que c'est une information qu'il apprend
un peu au fil des années, au fur Même si la prophétie dit l'un des deux ne peut pas sauver. Ben, il devait penser que Voldemort allait mourir. Et ça aurait pu être Voldemort, ça aurait pu être Harry. Mais là, c'est comme à l'époque, ça aurait pu être Neville. Ouais, fait que, comme on sait pas trop c'était qui. Je pense que j'ai pris un extrait dans Le Prince de Sang-Mêlé, juste ici. Il y a 4 ans, j'ai eu ce que je considérais comme une preuve que Voldemort avait détaché un morceau de son âme. Où? Demanda Harry. Comment? C'est toi qui me l'as fourni, Harry, répondit Dumbledore. Le journal intime, le journal de Gédizor, c'est lui qui indiquait comment rouvrir la chambre des secrets. Donc, quand Harry a amené à Dumbledore le journal en 2e année, là, Dumbledore a commencé à se poser des questions sur comment Voldemort peut revenir à la vie. Puis comme j'ai dit tantôt, il y a eu un 10 ans vraiment pour étudier Voldemort. Fait qu'il a commencé à avoir des soupçons dans la 2e année d'Harry, puis depuis ce temps-là, je pense que c'est vraiment l'élément déclencheur qui a fait en sorte que Dumbledore a commencé peut-être un peu à se douter de ce qui allait se passer. Dans le 6, il détruit la bague, puis il va avec Harry chercher le médaillon. Fait que je pense qu'il allait un peu avec le temps, aussi. Avec les similarités entre Harry puis Voldemort, le fourche-langue, puis tout ça, on le sait que ça, c'est après que Harry, il est plus Horcrux, il peut plus parler fourche-langue. Fait que ça, c'est ça. Déjà là, ça y mettait, c'est quoi qu'on dit, la puce à l'oreille? Oui, exactement. On a mis la puce à l'oreille. Puis dans les souvenirs de Rogue, le fameux souvenir qui, justement, montre à Harry apprend comme ça qu'il y a un Horcrux, c'est le moment où Dumbledore dit à Rogue, va falloir que tu dises à Harry que c'est un Horcrux puis qu'il n'a pas le choix de mourir. Ben, ce souvenir-là, ça se passe pendant la 6e année. C'est pendant que Rogue essaie de guérir la main de Dumbledore après qu'il a détruit la bague. Fait que c'est comme peu avant qu'il meurt. C'est ça, il vient de le catcher. Il est comme, je suis en train de catcher qu'Harry est un Horcrux aussi. Il va falloir que Harry est pas né en 81 puis Dumbledore a dit, ça, tu vas mourir. Tu vas mourir. C'est vraiment quand il a catché que c'est un Horcrux aussi. Puis est-ce qu'il est gentil ou méchant, dans le fond? C'est mitigé, là, tu sais, comme... Je pense que ce qui fait en sorte qu'on se pose la question, c'est que pendant 6 livres, t'as Dumbledore qui est le monsieur le plus gentil du monde. Il va par tous les moyens pour sauver tout le monde. Dans le 3e livre, mon Dieu, là, il passe à droite, à gauche pour sauver un hippogriffe, là, tu sais, comme... Fait qu'il sauve beaucoup de monde, puis on commence à se poser la question quand il commence à sacrifier des personnes pour le bien de tous. Fait que je pense que c'est là un peu que, comme lecteur, tu commences à te poser des questions. Est-ce que Dumbledore, il est gentil ou méchant? Parce que là, il est rendu qu'il faut qu'Harry meure, puis qu'il faut que moi, je meure, puis qu'il faut qu'elle meure pour que tout le monde soit happy à la fin, tu sais. Fait que je pense que c'est là que... Mais ça, on pourrait faire un épisode complet d'analyse sur Dumbledore, parce que là, je m'en allais embarquer dans La vie et mensonge d'Albus Dumbledore, le livre que Rita Skeeter a écrit, mais là... pour un autre épisode, ça, là. C'est ça, exactement. Donc, c'est la réponse que j'ai à ta question. Quand on apprend sur son passé, dans le fond, t'es comme... Tu te le demandes encore plus, il est méchant ou il est gentil? C'est quelqu'un, je pense, qui sans scrupule, très manipulateur, puis qui aurait tout fait pour arriver à ses fins. Mastermind, exactement. Comme il pourrait te pousser devant un bus si ça pourrait sauver une vingtaine de personnes. Comme c'est vraiment ça. Donc voilà, ma petite question. Moi, j'ai Joël Fortin qui demande « Je n'ai jamais compris pourquoi, après la mort de Dumbledore, Harry, qui avait plein de questions sur les Horcruxes et comment les détruire, n'est-il juste pas allé voir le portrait de Dumbledore à Poudlard pour lui poser des questions? » Bon. Fait que là, c'était pas clair. Est-ce que quand Dumbledore meurt, est-ce que son portrait apparaît automatiquement dans le bureau? Est-ce que c'est quelques semaines après, y a quelqu'un qui doit le peindre? En tout cas, c'était pas très clair. Je sais, à la fin du 6e, il va dans le bureau, il parle avec McGonagall, il dort. Il y a du monde qui disait qu'il fait semblant de dormir parce qu'il veut pas qu'Harry lui pose des questions. Après, j'ai aussi lu que un portrait... c'est pas l'âme de Dumbledore dans le portrait. Fait que apparemment, c'est juste l'information... Le portrait a juste les connaissances que Dumbledore voulait que le portrait aille. Fait que genre, la suite du plan. Là. Fait que là, il y avait plein de théories puis tout. Fait que, en gros, pour répondre à la question, pourquoi Harry n'est pas allé? Ben, Harry, c'est le indésirable fucking numéro 1 dans le set. Il peut pas rentrer à Poudlard, puis même avec la cape d'invisibilité, il peut pas rentrer dans le bureau de Rogue. J'ai une question. Puis penses-tu vraiment que Dumbledore, il va tout te dire? Il savait que c'était l'épée de Gryffondor qui pouvait détruire les Horcruxes. Il n'a même pas dit avant de mourir. Non, il lui laisse une énigme, une grosse énigme. Je lui lègue l'épée de Gryffondor, puis il attend que genre Hermione, par coupant les cheveux à Harry, elle catch que c'est l'épée qui détruit les Horcruxes. Ou la pierre de résurrection dans le vif d'or. Il aurait pu mettre dans un ziploc puis dire comme, je te lègue ça. Genre, sérieux, comme...
C'est juste Harry, t'aurais été voir le portrait de Dumbledore, il t'aurait dormi d'en face, puis il aurait fait comme... m'en rappelle plus. Je sais pas trop. Ouais, j'ai un blanc. Moi, je te dirais, pense à Voldemort ou qui cacherait des Horcruxes selon toi. Il posera encore plein de questions. En énigme. Mais c'était ça tout le temps. Fait que c'est pas parce qu'il est rendu dans un portrait que ça va être différent, tu sais. Ceci dit. Fait que c'est la réponse à cette question. J'accepte ta réponse. Donc, Sarah demande, c'est pas tant une question qu'un approfondissement. On sait que c'est le Choixpeau qui assigne les maisons, mais on ne parle jamais de la plume ni du livre qui désigne quels étudiants rentreront à Poudlard. C'est un sujet que j'ai toujours aimé et ça serait peut-être intéressant d'en parler, oui. Donc, c'est pas une personne qui choisit qui va rentrer à Poudlard. C'est pas le directeur qui dit « elle vient, lui vient pas ». Donc, c'est... un livre et une plume qui sont bien évidemment ensorcelés, qui ont été instaurés par les 4 fondateurs de Poudlard, qui se retrouvent dans une tour barrée. Constamment, personne n'a accès à cette tour-là. Les seules personnes qui ont accès à cette tour-là, c'est les directeurs. Puis apparemment, plusieurs directeurs pouvaient passer des heures et des heures et des heures devant le livre à essayer de le voir écrire le nom d'un enfant dans le livre. Fait que dans le fond, c'est ça. Tu as le livre d'admission et la plume d'acceptance. La plume d'acceptance, apparemment, au moindre petit signe de magie, elle va écrire le nom d'un enfant dans un livre. Puis le livre, apparemment, il est beaucoup plus sévère. Donc, des fois, il y a un conflit entre la plume puis le livre. La plume, elle veut écrire le nom d'un enfant parce qu'elle pense qu'il est magique, puis le livre va se refermer automatiquement puis dire non. Tant que j'ai pas de plus de preuves que cet enfant-là est magique, je n'écris pas son nom. Wow. Puis apparemment, c'était le cas de Neville. Donc, Neville Londubat, qui, toute son enfance, ses parents pensaient que ses parents, sa grand-mère était craque-molle. Puis c'est juste qu'à ses 8 ans, quand il est tombé d'une fenêtre, puis qu'au lieu de s'écraser, il a rebondi, qu'apparemment, le livre a accepté que la plume écrive le nom de Neville dedans. Fait que c'est super le fun, j'en avais aucune idée. Est-ce qu'il y a de l'information sur les régions occupées par le livre? Est-ce que c'est juste un scan complet du Royaume-Uni? Ou... La magie. C'est vraiment genre les traces magiques que mais c'est les enfants qui habitent dans le coin? Clairement, j'imagine que oui, définitivement. Oui. C'est l'école de quartier. Ton code postal, là, puis c'est ça. Ça fonctionne par ça. Puis, ouais, c'est ça. Apparemment, le livre est plus sévère parce que la plume, elle écrirait un enfant craque-molle dans le livre. Ça disait la plume est un peu... La plume est un peu nouille. C'est apparemment un enfant qui naît craque-molle va avoir un peu de résidu magique de par ses parents. Ouais. Fait que la plume a dit « un enfant magique ». Puis elle va écrire. Fait que le livre est comme « non, popoune ». Genre, attends 30 secondes, le temps qu'on puisse analyser ça correctement. Donc, c'est ça. Ah! Donc, puis, tu peux pas... Est-ce que tu as vu un peu cette information-là vient de où? Est-ce que c'est l'auteur qui a dit ça sur Pottermore? Oui, sur Wizarding World, tu as une page complète sur le livre d'admission et la plume d'acceptance. Wow! Donc, vous pouvez aller c'est vraiment un résumé que j'ai fait. Là, vous pouvez vraiment aller chercher en profondeur puis chercher les informations là-dessus parce que c'est vraiment intéressant. Donc, pour aller à Poudlard, tu dois seulement démontrer le niveau de magie nécessaire, reconnu pour y aller. Exact. Moi, à un moment donné, j'ai perdu mes lunettes puis je les ai trouvées vraiment rapidement. Ben, ton nom, il est pas dans le livre. Je pense que ça... Puis j'étais genre, wow. Je pense que j'avais fait Axio. J'avais dit Axio lunettes. Tu t'as reviré de bord, il était là. Ah ouais. Puis j'étais genre... Fait que la plume, elle a voulu... Est-ce que j'ai une petite lettre le livre qui m'attend? a fait... Non. Pas elle. Ouais, fait que c'est ça. Fait que non, merci honnêtement à Sarah parce que... Très bonne question, Sarah. T'as appris quelque chose? J'ai Shana qui demande « Je me questionne sur le sort oubliette dans le film numéro 7. Qu'advient-il de l'entourage des parents d'Hermione? Elle lance le sort à ses parents, mais leurs voisins, ses oncles et tantes, tout le monde ne doit pas l'oublier, non. » Fait que Hermione, je veux juste clarifier d'abord, elle efface pas les souvenirs de ses parents, elle modifie les souvenirs. Fait qu'elle va faire croire à ses parents que tout d'un coup, eux, leur désir soudain, c'est de déménager en Australie puis qu'évidemment, ils n'ont plus de filles. Fait que c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont déménager en Australie. Puis concernant l'entourage, moi, je pense pas que l'entourage d'Hermione était au courant qu'elle est une sorcière. T'sais, c'est vraiment, les parents le savent, puis après, t'inventes un genre de mensonge. Ben, ma fille est partie dans un pensionnat toute l'année, puis quand elle revient l'été, ben, elle fait pas de magie. Fait que comme les oncles, la tante, les voisins savent pas qu'elle est sorcière. Puis si, oui, OK, elle est plus là, puis
ben, juste repartir à l'école, tu sais, si jamais les voisins sont genre, ben, où Hermione? Ben, repartir à l'école, puis ben, ils sont où les parents? Ben, on a déménagé en Australie, c'est sûr, c'est weird, mais tout d'un coup, ils déménagent là-bas, puis c'est ça qui se passe. Exact. Puis en passant, ben, après la guerre, Hermione, elle va retrouver ses parents en Australie, puis elle remodifie les souvenirs, puis ils reviennent, puis ils vont être d'extraordinaires grands-parents pour Hugo et Rose, les enfants de Ron et Hermione. Fait que tout finit bien. Wow. Yeah. Parce que j'avoue que ça porte un peu à confusion parce que dans le film, elle disparaît complètement. C'est rendu un cadre vide avec un fond blanc. C'est bien fait pour ça. Là, mais... Moi, je me posais des questions, je serais les parents, je serais comme, chérie, pourquoi on a un cadre vide cette scène-là n'est pas dans le livre. Elle fait juste le raconter exact. Au gars qu'elle l'a fait. Elle dit, mes parents sont rendus en Australie puis ils pensent que, que ils n'ont pas de fille. Ouais. Fait que, voilà. Cool. Ouais. J'ai Cassandra Tremblay qui me demande... Cassandre Tremblay. Cassandre, excuse. Non, excuse, parce que c'est mon illustratrice. C'est elle qui fait l'illustration du balado. Oui, je sais. Elle a demandé une belle petite question. Oui. J'avais entendu dire que l'auteur était déçu que les fans ne catchent pas que le serpent au zoo dans le premier tome, c'est Nagini. Est-ce que c'est vrai? Ça fait pas de sens parce que le serpent du zoo a été élevé en captivité. Tu viens de le dire, ça fait aucun sens. Donc, c'est pas vrai. Faut se rappeler que Nagini, à la base, c'est une femme. C'est une malédictus. Donc, malédictus, c'est une malédiction de sang qui va forcer son porteur à se transformer en un animal jusqu'à un moment où est-ce que la transformation en humain ne sera plus possible. Donc, Nagini, elle a été forcée à se transformer en serpent. OK. Ben ça, si on voit sûrement ça dans les Fantastic Beasts, pour ceux et celles qui l'ont vu. Fantastic Beasts? Fantastic Beasts, ouais. Dr. Dre. Pour ceux et celles qui l'ont vu, vous avez peut-être une vague connaissance par rapport à ça. Donc, le serpent du zoo, comme tu l'as mentionné, Cassandre, est élevé en captivité. Je pense pas que Nagini a été élevé en captivité étant humaine. Je sais pas. Elle était déjà adulte, le serpent. Sa transformation en serpent, c'était déjà un gros serpent. Puis Nagini, c'est un serpent venimeux. Elle a des crocs. Elle tue notamment Rogue. Avec ses crocs, Voldemort ne se donne même pas la peine de le tuer. C'est elle qui le tue, puis elle le tue avec son venin. Au zoo, c'est un boa constrictor. Un boa constrictor va tuer ses victimes en s'enroulant autour d'eux, puis en les étouffant jusqu'à temps qu'ils puissent les gober. Donc, c'est pas le même serpent. Nagini est femelle également. C'est une voix d'homme dans le film qui parle à Harry. Donc, c'était pas Nagini du tout. Fake news. Wrong. Il me reste une question. Ouais. Puis après, bien évidemment, on s'est gardé des questions pour l'après-show Patreon. Donc, dernière question de l'épisode régulier. Ouais. Alexandra Lamy demande si vous pouviez inclure dans les films un personnage qui se retrouve seulement dans les livres, ce serait lequel? Félix? Peeves, mon Dieu. Qui est pas un fantôme, c'est un esprit frappeur, apparemment. C'est quoi la différence? Dans le fond, lui, Peeves a un corps physique. Il n'est pas translucide. Tu peux toucher Peeves. Tu pourrais le toucher, Peeves, s'il te laisse le toucher. Il peut se rendre invisible quand il veut. Il pourrait aussi te laisse le toucher. Tu pourrais, mettons, te le revirer de bord, puis il t'apparaît d'en face juste à côté. Puis tu pourrais interagir vraiment avec lui. C'est un esprit frappeur. Donc, il est là depuis l'instauration de Poudlard. Il vient avec Poudlard, dans le fond. Il n'est pas mort là. Il vient vraiment, apparemment, avec les résidus de magie, puis de patati patata, comme il s'est créé lui-même. Fait que c'est pas un humain qui est mort. C'est pas un humain qui est mort, c'est un poltergeist. C'est un fantôme qui est indésirable dans l'école. Plusieurs concierges ont essayé de le crucer à la porte, puis ça n'a pas fonctionné, dont Rusard. Donc, à un moment donné, les directeurs, les profs, ils ont dû faire des deals avec lui pour... C'est un personnage qui est vraiment, vraiment comme le fun, je trouve, à explorer, puis qui n'est pas du tout dans les films. Il participe même à la bataille de Poudlard, là, il garoche des bombes puantes, puis de la glu au mange-mort. Fait que, tu sais, c'est vraiment intéressant de juste en apprendre un peu plus là-dessus. Puis, notamment, tu sais, la fameuse armoire à disparaître qui fait briser dans le deuxième tome. Puis nous, mettons, on relit ces livres-là, puis on fait le lien avec l'armoire à disparaître dans le 6e tome. C'est lui, apparemment, qui a annoncé à Dumbledore que Sirius était dans le château dans le 3e tome. Oui, il y a plein d'affaires qui sont attribuées à Peeves, dans le fond, dans les livres, mais que dans les films, c'est complètement modifié. Alors, mais ça aurait été le fun qu'il soit un personnage récurrent. Apparemment, il a été casté, puis les scènes ont été tournées avec Peeves, puis il a juste été complètement cut. Ça aurait été bon. De la prod. Fait que c'est mon personnage que j'aurais aimé voir dans les films. Moi, je vais prendre la grand-mère de Neville. Ah ouais. Pourquoi? Je t'intéresse. Là, d'abord, quand elle a posé cette question-là, j'hésitais. Là, j'étais comme, est-ce que je prends Winky, l'elfe, là, mais Winky, elle gosse.
Elle gosse, je veux pas la voir pour 2 secondes. Là. Fait que, tu sais, c'est parce qu'elle est vraiment présente puis elle est pas là pendant tout d'un film. Ouais. La grand-mère de Neville, je l'aurais mis à partir du 5e film. Puis, en fait, on la voit dans le film. OK? On la voit vite dans le 1, figurante sur le quai de train avec Neville. Je me rappelle même. Oh my God, il faut sûrement que tu fasses pause puis tu regardes vraiment, puis ça doit durer 2 secondes. Puis on la revoit dans le 7, c'est une autre actrice, à la bataille de Poudlard. Et là, à la bataille de Poudlard. Fait que dans le fond, à partir du 5, je l'aurais mis dans le film parce qu'elle est plus présente, elle est plus mentionnée. Puis aussi, c'est à partir du 5, vraiment, tu sais, que Neville gagne en importance, qu'on apprend comme ce qui s'est passé avec ses parents, que lui, il gagne en confiance, qu'il est plus présent, il est dans le gang. Qu'il réussit enfin à faire un sortilège Expelliarmus comme du monde. Aussi, tu sais. Dans le livre, suite à l'attaque d'Arthur, tu sais, je l'ai déjà mentionné dans un autre épisode, mais ils vont visiter Arthur à l'hôpital, ils croisent Neville et sa grand-mère qui est en train de visiter ses parents. C'est la grand-mère qui raconte à Harry, puis à Ginny, puis à Ron, comme ce qui est arrivé aux parents de Neville, tu sais. Moi, j'aurais aimé ça, toute cette scène-là dans le film. L'hôpital, d'abord, de voir l'hôpital des sorciers dans le film. Puis là, ça aurait été parfait, une belle introduction à la grand-mère qui est là, qui raconte l'histoire. Puis après, on la voit dans le 5, on la voit dans le 7.2. Mais dans le 7.2, elle est à la bataille de Poudlard. Elle arrive par le passage entre la tête de sanglier puis Poudlard. Elle referme le passage après. C'est la dernière qu'il prend. Puis comme il n'y a pas de mangement, ils vont passer par là. Puis moi, j'aime imaginer qu'elle puis le frère de Dumbledore, là, ça va se donner. Ils ont un petit complicité. C'est pour ça que c'est la dernière arrivée. En fait, ils ont déjà une aventure. Ils ont déjà une aventure. Elle arrive, elle dit, là, j'ai besoin de prendre le passage puis de rentrer à Poudlard. Puis genre, parfait, je vais me rendre toi. Let's go, baby. Parce que moi, je te dis, ils sont arrivés dans le fond à la bataille de Poudlard en même temps. Petite cookie avant, puis... c'est ça. Puis après, il arrive à la bataille, puis c'est ça. Elle participe beaucoup à la bataille. Elle est avec sa sacoche, puis elle donne des coups à tout le monde. Là, mais elle est considérée vraiment comme une sorcière très puissante. Ah ouais? Tu sais, sans peu, puis tout, évidemment, là, tu sais, des ancêtres puissants, puis tout ça. Puis elle vénère Harry dans le 5 aussi, elle est complètement du bord de Dumbledore. Puis Harry, elle se désabonne de la Gazette du Sorcier, comme c'est du sorcier. C'est c'est ridicule, là, ça, ce qu'ils disent, puis tout. Dumbledore, il a raison, Harry a raison, puis Neville, il dit, là, ça, Harry, il dit, ma grand-mère est complètement de votre bord, puis tout. Fait que ça aurait été nice qu'elle soit introduite dans les films à ce moment-là. J'aurais aimé ça. Juste qu'elle a une petite scène, un petit quelque chose. Oui. Je suis d'accord. J'ai une mini-dernière question pour finir l'épisode. Il y a Guillaume Vachon qui dit « Moi, j'aimerais connaître la réponse jamais donnée à la question de M. Weasley à Harry. Pourquoi un canard flotte-t-il dans une baignoire chez les Moldus? » Et en fait, les canards en caoutchouc ont été inventés à la fin des années 1800, lorsqu'il est devenu possible de façonner plus facilement le caoutchouc. Et ils ont fait des canards, puis éventuellement, c'est devenu un jouet de baignoire parce qu'on pense que ça améliore les capacités de développement des enfants pendant qu'ils jouent dans l'eau. C'est aussi simple que ça. Fait Arthur, si t'écoutes, now you know. Arthur et Guillaume, en espérant que ça répond à votre question. Félix, merci tellement d'avoir pris le temps, d'avoir fait une super belle recherche. Puis, by the way, oui, on a fait notre recherche ensemble, on s'est un peu dit des affaires, mais on s'était pas tout dit parce qu'on voulait surprendre. On veut se garder des surprises. Puis j'ai vraiment été comme la plume puis le livre, là, je suis genre mind blown. J'adore. Puis toute l'info que tu as donnée sur la famille des Potter, j'ai adoré ça aussi. Puis je pense que je t'ai mind blown aussi un peu. Tout ce que tu me disais. Tout. Moi, j'ai plus tendance à vouloir tout te dire. Les affaires que j'ai trouvées. Puis toi, t'es comme, non, garde-les pour le... Oui, je rentrais dans le cuisine. J'ai trouvé ça. T'étais genre, oh my God. Full fort. J'étais bon, quoi encore? Mais je fais exprès, là. Je vais attendre de l'attention. Mais oui, je sais. Je sais. Non, merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute. J'espère vraiment qu'on vous a appris, vous aussi, des choses aujourd'hui. Puis que ça vous donne le goût peut-être aussi de relire les livres ou de les lire pour la première fois. Parce que moi, comme j'ai vraiment hâte à nos futurs épisodes, Félix, où tu vas être également d'analyse, le tome 3, tome 4, tome 5, qu'on va sûrement faire en parties séparées tellement que c'est long. Il y a du contenu. Là, My God, qu'on va avoir de choses à dire. Ouais. On se déplace sur Patreon pour l'après-show. On a encore quelques questions à répondre. Pour les autres, merci d'avoir été à l'écoute et je vous dis rendez-vous au prochain épisode. Bye tout le monde. Bye!